ils se demandent s'ils sont prêts. S'ils sont prêts. Et sauf que bon, entreprendre, déjà, c'est jeter un peu à l'eau. Et après, tu nages. Comme tu sais nager du moins. Tu as une petite base, mais t'es pas encore, on va dire, Michael Phelps. Mais tu y vas quand même. Ouais. Donc voilà. Et la santé mentale, du coup, pour toi, ouais, c'est un truc qui te tient à cœur, quoi. Ouais, ça me parle enfin, c'est un peu dans la mouvance de ce que je fais de façon bien générale, où j'accompagne des sportifs en préparation mentale. C'est-à-dire? Donc, j'ai des sportifs professionnels, j'ai des jeunes footballeurs, des jeunes basketteurs aussi, Ah, sur la préparation mentale. Donc, je suis dans la transmission, on va dire, aujourd'hui. Et ça me botte, ça me plaît. Parce qu'en fait, pour moi, ça a été un game changer dans ma carrière. Donc, vraiment, totalement. J'ai du mal à comprendre pourquoi, des fois, je pouvais performer et 2 jours après, être inerte, entre guillemets, pas agressif. Et pour quelle raison? À l'entraînement d'après, être très bon, puis le match d'après, être bon, puis le match d'après. Donc, on parle de régularité. ah, Et dès que j'ai commencé à avoir un prépa mental, dès que j'ai commencé à bosser là-dessus, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai mis les choses en place et en fait j'ai commencé à être régulier hmm. et tout de suite performer, arriver en équipe de France la même année. C'est-à-dire, t'es en quelle année que tu as commencé ta prépa mentale? J'ai commencé, je suis arrivé en équipe de France en 2010, vraiment, j'ai pas été pré-championnat du monde et 2011 j'ai commencé avec le coach mental et j'ai été à l'Euro en 2011, puis l'année coupée pour les Jeux Olympiques en 2012, les champions d'Europe en 2013, enfin là je parle de l'équipe de France, donc en fait c'était. Ah, Ça a fait un effet boule de neige, mais tout de suite, ça a été un game immédiat, changer. Ouais, game changer. franchement, c'est... Parce que en fait, tu te rends compte que tu as déjà les atouts, mais disons que tu t'y perds, si je peux dire, parce que Ah, on se focalise en tant que sportif de haut niveau bien souvent sur hmm. mon physique, ma technique, mon shoot, enfin, dans le sport, dans le basket par exemple. Faut que je comprenne tout ça. Mais l'élément déclencheur, c'est là-haut. Donc si là-haut, déjà, t'es connecté et t'es clair avec toi-même, après ça suit. Donc ça a été top pour moi. Eh ben, ça a été top et à tel point que j'ai pas fait de clap pour démarrer le podcast et finalement, bah, je l'ai démarré, hein, si tu m'en veux pas. Je crois qu'on va démarrer là-dessus parce que ça me parle beaucoup ce que tu dis, évidemment. Et ça me tient autant à cœur qu'à toi, la prep mentale, parce que moi aussi, ça a été un vrai game changer dans ma vie, pas que sportive, mais ma vie tout court. Et donc, forcément, quand on touche à là-haut, comme tu dis, bah, ça mène beaucoup de choses derrière dans sa vie. Je suis avec toi, Charles Kahudi. Bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Merci beaucoup. Je t'ai pris en piège, là, j'ai pas fait démarrer, que tu me parlais en off. Et comme ça, on l'a partagé avec nos auditeurs, nos sportifs de haut niveau qui nous écoutent, nos entrepreneurs. On est à Lyon, Sofitel, Charles, qui nous accueille. On est pas mal, là? On est plutôt sympa. C'est bien. Ouais. Le café était bien. Beau cadre, Ouais. café sympa. Voilà, on est bien. Bon accueil. Charles Kahudi, pour ceux qui sont pas dans le monde du basket, ça parlera peut-être pas, mais franchement, si, parce que ta notoriété dépasse les parquets de l'Asvel, ta notoriété bah, est reconnue dans le monde du sport, et pour preuve, c'est chez Champion de ma vie, quand tu es là, il y a comme quelque chose qui se passe, une sorte de d'alchimie, de présence. Qu'est-ce qui fait que quand tu es là, il y a une certaine, je sais pas, moi je me sens une certaine sérénité autour de toi, il y a un truc, une sorte de karma, tu vois, un truc autour de toi. Je Bonne ressens ça question. comme ça. Tu Bonne en as question. conscience de ça, toi? Euh, Disons que j'en prends conscience de plus en plus. Hmm. Et je pense que c'est un truc qui date vraiment de très longtemps, quand j'étais plus jeune. Ouais. J'ai toujours été, on va dire, un fédérateur, si je peux dire. Déjà, enfin, je suis le premier garçon d'une fratrie de 6 enfants. D'accord, t'es le premier, une Donc, fratrie de six. mon premier garçon, j'ai une grande sœur, mais Ah, bon, premier je suis garçon. le premier garçon. Donc j'ai toujours eu quand même ce besoin, entre guillemets, de fédérer autour de moi, de protéger, si je peux dire. Hmm. Et cette fibre, entre guillemets, je l'ai toujours eu un peu eu. Et puis, dans le sport, dans le basket, ça s'est retranscrit très vite. J'ai été capitaine très vite dans les équipes jeunes déjà. De France? Et équipe jeune en club, équipe de France jeune, j'ai commencé un petit peu et arrivé en pro, ben, ouais, rapidement. Je pense qu'en Hmm. 20 ans de carrière pro, Hmm. j'ai fait 15 capitaines. Donc en 15 ans, j'ai eu justement affaire à des sportifs, basketteurs d'horizons différentes,
avec des visions différentes, et il a fallu réussir à manager tout ça pour faire que tout le monde puisse performer et se sentir bien. Ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, je pense qu'à partir de là, et surtout, je me dirais que je suis un leader. J'étais un leader par l'exemple. Donc à partir de là, comme je trichais pas, je demandais à mes gars de pas tricher aussi. Donc c'est toujours plus parlant de demander les choses aux mecs quand toi aussi tu t'astreins à la même rigueur et le même travail. Ce point-là que tu évoques à l'instant, tu as le sentiment que de le retrouver particulièrement dans le monde du sport, où c'est quelque chose qui pour toi est important, d'incarner ce qu'on dit, de faire ce qu'on dit, c'est quelque chose qui résonne en toi? Pour moi, c'est primordial. Pour moi, c'est toujours un peu particulier, mais raconter les choses que tu n'as pas expérimentées, si je peux dire, c'est possible, et certains le font, mais pour moi, ça ne matche pas, en fait. Donc, j'ai besoin quand même d'expérimenter pour dire, OK, je me mets à ta place, dans tes baskets, et je sais ce que ça fait. Donc, voilà pourquoi je te demande de le faire, et je connais les fruits de ça. Et si tu ne connais pas spécialement, en fait, le feeling, c'est la différence entre la théorie et la pratique, si je peux dire. Donc, pour moi, ça, c'est dans le sport de haut niveau, beaucoup de sportifs, à mon sens que je connais, ont beaucoup plus de respect et d'impact pour leurs pairs ou pour les coachs qui ont connu ce qu'ils traversent en tout point de vue. Si je te demande de prendre la parole, et que je te demande, c'est moi Cyril Brochard, je te demande de prendre la parole, tu auras confiance en moi? Oui, parce que j'ai confiance en moi déjà. Mais je te pose la question par rapport au fait d'aller sur scène, de s'exposer, de raconter son histoire. Tu te sens prêt à ça, toi? Ça a été longtemps, on va dire, une réflexion pour moi, parce que forcément, je suis d'un naturel introverti à la base. Et m'exposer comme ça à mes débuts, c'était pas possible. Clairement pas possible. Je me voyais pas déjà sur le devant de la scène, on va dire, même dans un groupe. J'ai toujours été, on va dire, never too high, never too low, never too high, never too low, my bad. Mais vraiment ce besoin de toujours être au sein du groupe, limite un petit peu pas effacé, mais en retrait, et visualiser tout ce qui se passe, essayer d'analyser tout ce qui se passe autour de moi. Donc me mettre moi sur le devant de la scène, ça me paraissait quand même un gros challenge. Voilà pourquoi aussi j'ai voulu faire champion de ma vie, parce que je voulais justement aller me dépasser par rapport à ces choses-là et aller essayer de gratter plus loin que ce que je connaissais de moi-même. Et à l'arrivée, ça m'a clairement impacté. Donc oui, monter sur la scène et m'exposer encore davantage. Je sais que pour moi, ce serait déjà un gros challenge et un gros plus, mais je sais aussi qu'il y a des choses à transmettre. T'as quelque chose à transmettre. Je confirme. Et tiens, d'ailleurs, de façon générale, puisqu'on parle sur des sujets un petit peu qui sont ton ADN, ton patrimoine, ton héritage aussi quelque part, qu'est-ce que ça représente pour toi, le mot champion de ma vie, cette phrase-là, ça incarne quoi pour toi? Pour moi, ça va au-delà du sport. En fait, parce que clairement déjà champion de ma vie, l'essentiel dans ça, c'est la vie en général, et ma vie, le sport, ce que je fais, justement c'est ce que je fais, mais c'est pas ce que je suis, et je pense que c'est primordial, parce qu'aujourd'hui des fois on peut un peu en tant que sportif de haut niveau se perdre un peu dans ça. Disons que mon métier, enfin mon sport c'est ma vie. Non, mon sport, c'est le métier que j'ai choisi, que j'ai la chance de pratiquer, ma passion. C'est un élément important de ma vie, mais c'est pas ma vie. Et comment, on va dire, je vis ma vie au quotidien impacte comment je suis sur un terrain à l'arrivée. Et comment je suis sur un terrain impacte ma vie. Donc tout est connecté. Donc le fait de pouvoir être champion de ma vie, ça va vraiment au-delà juste du prisme du sport. Mais c'est ce que tu mets en place, à quel point tu te connais pour pouvoir réussir à mettre en place les choses dans ta vie de tous les jours qui vont réussir à t'amener de la performance sportive, mais encore plus loin, du bien-être quotidien dans ton foyer pour pouvoir justement construire et faire les choses qui t'apportent du plaisir, avec tes valeurs, avec ça, ta famille, tout un ensemble.
T'es prêt à discuter de tout ça avec moi? Ouais, ouais. Alors, c'est un petit peu la pierre angulaire de champion de ma vie, c'est aussi de parler, comme tu viens de le dire, finalement, pas que de sport, de mental, mais pas de mental seulement sur la partie technique, parce que tu l'as dit, effectivement, le physique, la technique, mais ce qui t'a fait cranter dans ta vie sportive, c'est la tactique, le mental. Et là, tu le disais un instant, ce qui est un tremplin pour ta vie avec un grand V. T'es quelqu'un d'introverti, tu l'as dit, ou en tout cas t'étais. Ça peut paraître étonnant, parce que quand ceux qui te connaissent sur les terrains de jeu, dans le public, disent, ce gars-là introverti, j'y crois même pas 2 secondes, tellement il... D'ailleurs, on te connaît un peu comme un soldat, si je dis pas trop de bêtises. Le gars qui va un petit peu au front et qui lâche rien, le côté résilient. Donc, comment un petit gars introverti, qui vient d'où d'ailleurs, du Congo, c'est ça? Alors, je suis né au Congo, j'ai grandi en Picardie. T'as grandi en Picardie, à Beauvais, dans l'Oise, exactement. J'ai encore vu d'ailleurs hier dans tes stories que longtemps après, il y a encore du Beauvais en toi, hein, c'est fou ça. Il y a eu quelqu'un de Beauvais, je sais pas qui, mais bon, c'est encore Beauvais. Il y a tes racines aussi qui sont un petit peu en Picardie alors. Exactement, c'est un peu là-bas que, on va dire, tout a commencé avec le basket. Déjà, j'ai découvert le basket là-bas. T'es arrivé quand je suis arrivé à Beauvais, enfin, en France à 4 ans avec mon père. Ouais. Et après, on est arrivé à Beauvais un peu plus tard. Puis le basket est arrivé bien plus tard. J'ai commencé par le football étant gamin. Ça peut pas être parfait. Hein. Ouais, bon, j'aimais beaucoup le foot. Enfin, mon père était passionné de foot. D'accord. Et est passionné de foot toujours. Ouais. Et en fait, ce qui m'a fait bifurquer, c'est réellement la météo. Sans mentir, c'est vraiment la météo. La météo picarde. Il fait froid, il pleuvait tout le temps. Et étant d'un naturel un peu frileux, jouer dans un stade dehors tout le temps, ça m'a un peu clairement refroidi. C'est le cas de le dire. Donc voilà, j'ai découvert le basket par l'intérieur d'un ami à moi qui m'a dit de venir essayer. J'y connaissais rien et en fait, je suis arrivé un peu par hasard dans une salle de basket. J'ai commencé le basket c'était 11 ans. 11 ans. D'accord, c'est bien, c'est plus tard. 10, 11 ans, ouais, c'est ça. Donc après, à partir de là, j'ai appris, entre guillemets, à aimer ce sport, jusqu'à en tomber amoureux et être mordu. Tellement mordu que je dormais avec mon ballon de basket constamment. Et j'ai encore croisé quelqu'un hier qui m'a dit, mais j'étais au match hier de l'OL contre l'OM. Et l'agent de joueur, un grand agent de joueur me dit, mais je me rappelle de toi quand tu étais gamin dans le quartier à Beauvais. Je te voyais tous les jours en train de shooter, tous les jours sur ce terrain derrière le square. Je te rappelle de ça. Même moi, des fois, j'oublie, mais c'est vrai, en fait. Je suis tombé amoureux de ce sport. Tu peux juste te dire son prénom? Tu peux juste te dire son prénom? L'agent, c'est Sissoko. Et il se souvient de toi quand à l'époque, et là, tu as fait un flash, quoi. Il m'a interpellé hier, vraiment. J'étais dans le stade comme ça, et je pense que j'allais prendre un truc à boire. Et il me dit bonjour, et il me dit, mais on se connaît. Et sur ce coup, je tige, je dis, ah bon? Il me dit, tu viens de Beauvais? Je dis, oui, bien sûr. Et il me raconte les joueurs qu'il représente, qui étaient dans ma classe à l'époque. Et il me dit, non, mais je me rappelle très bien de toi, je te voyais tous les jours avec ton ballon en train de shooter. Parce qu'en plus, à l'époque, tout le monde était foot, pas trop basket. Donc j'étais le seul gamin, entre guillemets, de mon âge, avec un ballon de basket. Mais en fait, j'allais tous les jours. Tous les jours qu'il pouvait pleuvoir, ça changeait rien du tout, j'y allais quand même. Et je suis tombé amoureux de ce sport. Et puis à partir de là, c'était... On va raconter la suite, mais pour revenir un petit peu à la genèse, qu'est-ce qui t'amène ton papa en France à 4 ans? Il t'emmène toi, vous êtes arrivé avec la fratrie ou pas tous encore? Non, ça a été successif. C'est vrai que au Congo, il y a eu une grosse période de guerre civile. Il y a eu, la sécurité était plus trop, on va dire, assurée. Donc mes parents ont voulu nous proposer une meilleure vie potentielle. Même si on était bien lotis au Congo, mais voilà, il n'y a pas de sécurité. Donc à partir de là, c'est prendre trop de risques. Donc on est venu en France progressivement. D'abord mon père, et puis moi je l'ai rejoint. Et puis après, donc petit à petit, donc mes 2 sœurs, ma grande sœur et ma petite sœur, puis ma mère, pardon, et mes 2 petits frères. Donc ça a été, on va dire, au compte-gouttes. Et après on est arrivé donc en France et on a dû s'adapter à une nouvelle vie complètement, que ce soit la météo, que ce soit la nourriture, que ce soit vraiment le quotidien. Et voilà, donc ça fait partie justement de mon voyage, on va dire ça comme ça, et c'est mes racines, donc c'est ce qui
encore aujourd'hui me forge, parce que c'est toujours important de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et clairement, donc pour moi, c'est une fierté quand même de voir le chemin parcouru par moi ou tous mes frères et sœurs, sachant d'où on partait au départ. C'est-à-dire, tu vois, qu'est-ce que tu regardes comme racine de là-bas? Le Congo, pour toi, ça représente quoi? Tu te souviens, quand tu as 4 ans, tu arrives en France, j'imagine qu'il reste pas grand-chose, quoi, mais pour toi, ça représente quoi encore aujourd'hui? Il reste pas grand-chose, il reste des flashs, il reste des photos, des vidéos qui sont chez mes parents. Ouais. Et c'est des choses que je raconte à mes enfants, donc que ce soit les conditions, entre guillemets, quand t'es à Kinshasa, quand tu profites on va dire, des choses simples, mais ces choses simples font que pour toi, c'est incroyable, parce qu'en fait, à l'arrivée, t'es juste dans la simplicité, et tout est plus c'est simple, plus les choses sont amplifiées, en fait. Donc, tout est beaucoup plus... Oui, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus authentique, et donc, les liens sont plus authentiques, le partage avec les autres, les petits moments simples de la vie, en fait, ils sont vraiment magnifiés, et à partir de là, tu te dis, ah oui, ok, on n'a pas grand-chose, mais on est heureux. Et c'est vraiment ce qui ressort. C'est même quand j'ai pu y retourner au Congo, en fait, les gens n'avaient pas grand-chose, mais ils donnaient ce qu'ils avaient, et t'avais quand même l'impression qu'ils étaient super heureux, parce qu'en fait, pour moi, c'est vrai, plus on simplifie les choses, plus c'est vraiment amplifié, et plus on se les complique, et plus c'est difficile. Comment tu fais de toutes ces années pour justement ne pas te laisser complexifier par cet environnement et garder cette connexion aux choses simples? C'est pas évident, quoi. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. C'est un travail vraiment au quotidien. Je pense que ça va un peu dans la mouvance de ce que je peux mettre en place dans ma carrière, pour vraiment essayer de prioriser les choses. Quand on est sportif de haut niveau, très rapidement, on a du monde autour de nous, très rapidement, on est un petit peu happé par toutes sortes de tentations, toutes sortes de propositions, on va dire, que ce soit business, que ce soit d'un point de vue visuel, d'un point de vue des investissements, peu importe, on peut vraiment se disperser là-dedans. Et il faut vraiment avoir une base solide, il faut vraiment avoir un entourage bienveillant, un entourage positif qui puisse justement être capable de te recadrer quand il faut se recadrer et en même temps t'accompagner dans tes projets ou dans tes exubérances, parce que voilà, il y a toujours cette partie de créativité qu'il faut laisser quand même s'exprimer. Et j'ai la chance, moi, d'avoir une épouse qui m'accompagne dans tout ça, et qui est vraiment très câblée, la tête sur les épaules, et qui est pour moi un réel ancrage, clairement. Oui, elle fait partie de cet ancrage dont tu parles. Elle est essentielle dans mon ancrage, c'est sûr et certain. Donc c'est aussi pour ça que aujourd'hui, je pense que je suis capable d'être, on va dire, posé comme ça, et être vraiment dans la réflexion constante, parce que même si c'est naturel chez moi, il y a quand même c'est mon pendant clairement là-dessus, où on arrive quand même à faire ce jeu de good cop, bad cop, par exemple avec les enfants, ou en même temps de ces échanges où on peut clairement essayer de ratisser un peu tous les sujets et tous les projets, et tu te rends compte que tu as besoin d'une partenaire de vie dans ta vie. Une fois que tu l'as trouvé, après derrière c'est que du bonheur. Après c'est les challenges, bien entendu, mais c'est quand même que du bonheur. Vous êtes en quelle année tous les deux? Écoute, on s'est rencontrés, je l'ai vu en 2010. En 2010, qu'est-ce qui s'est passé ici à Lyon, justement. Ici à Lyon, oui, c'est vrai. Alors que moi, je viens de la Picardie. Elle vient de Hyères, dans le sud. Je pense que c'est toujours très, très particulier raconter ça, parce que j'étais en équipe de France, mon premier était en équipe de France. On était à un tournoi sur Villeurbanne avec l'équipe de France, et je pense que le coach prend un temps mort. Il me change pendant ce temps mort-là. Il me demande donc de sortir. Donc je suis un peu frustré de sortir.
j'ai pas été très bon, donc j'étais frustré par rapport à moi-même. Et je vais sur le bout du banc comme ça, frustré complètement. Et d'un coup, je lève la tête et je la vois arriver. Elle arrive en retard au match. Et je Dans le public? je bug dans le public. Comme ça. Moi, j'étais sur le banc, donc elle était allongée dans le public. Tu Et vois tout le monde en était face. assis. Tout le monde était assis, donc elle était debout, elle arrivait. Et là, je bug. Et Tu je demande bugs? à moi, je bug. Et clairement, je dis, mais. Et mon coéquipier qui jouait à Lyon, je dis, c'est qui la fille qui est là-bas, là, pendant le match? Et il me dit, mais t'es sérieux, là? J'ai dit, je suis désolé, mais là, j'aimerais bien savoir c'est qui. Et je suis un peu assistant avec lui, donc la mi-temps arrive. À la mi-temps, le coach fait son speech, on finit tout ça et tout. Avant de repartir, je lui redemande. Et finalement, il me dit non, mais il me parle d'elle un petit peu, tout ça et tout. Et je dis bon, ok, pas de problème, je repars au match, je repars dans mon match, je me reconcentre dans mon match. J'arrive à te concentrer. J'arrive à me concentrer, oui, bien sûr. Et donc, on finit le match. À partir de là, j'enchaîne genre ma famille qui était venue, lui, sa famille, et j'ai pas de nouvelles. Je lui demande pas non plus. Et finalement, 3 semaines après, via une amie qui la connaissait, je la contacte sur Facebook. À l'époque, Facebook, c'était... Donc, on commençait à discuter comme ça. Et là, j'ai compris quand même que c'était quelqu'un de particulier. C'est que je lui ai demandé son numéro de téléphone rapidement. Et quand tu es sportif de haut niveau, on va dire, tu peux avoir, entre guillemets, un accès facile aux choses, aux gens. Et en fait, pour avoir son numéro de téléphone, il me fallut 1 mois et demi. 1 mois et demi de discussion, d'échange. Elle a testé ta résilience. 1 mois et demi pour avoir son numéro de téléphone. J'ai dit, ah, ok. Là, il y a client et ça vaut le coup ça vaut le coup de, entre guillemets, de patienter. Et non, mais à partir de là, je pense que j'ai été cranté. Et depuis, voilà, donc on a évolué ensemble. On s'est marié en 2013. Je sais que tu es très discret sur ta vie familiale, donc si mes questions ne sont pas toujours... voilà, tu n'hésites pas à me recadrer, Cyril, tu dépasses la limite. C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Siga. Siga, excuse-moi. Pas de problème. Et Siga, qu'est-ce qu'elle a aimé chez toi? Je sais pas, elle m'a trouvé mignon. Ouais, non, je pense ma simplicité, mon authenticité, ma peut-être gentillesse naturelle, au-delà de, on va dire, de cette carapace que je mets bien souvent. Elle a su justement aller au-delà de cette carapace. Et là, ça a été quelque chose parce que je ne m'ouvre pas facilement en temps normal. Et elle a réussi à aller, entre guillemets, justement, percer ça. Et puis voilà, donc après, on s'est construit. C'est tombé à la même période où tu as commencé ta prep mentale, c'est marrant. Oui. 2010, en fait, tu démarres la prep mentale. Et tout s'est imbriqué. C'est vraiment ça. Avant, c'était un peu freestyle. C'était un peu au feeling. Et donc, je manquais de régularité. Et à partir du moment où j'ai structuré un peu plus... Qui t'a conseillé? C'est toi ma vie personnelle. C'était une démarche personnelle ou c'est quelqu'un qui t'a dit va voir un prep mental? Comment ça s'est passé, ce déclic Non, ça a été une réflexion parce qu'en fait... je me rendais compte que je manquais de régularité. Je me rendais compte que je comprenais pas tout le temps pourquoi. Que j'avais un potentiel qui était pas atteint. Ça nous faisait justement de la frustration un petit peu. Et en fait, à partir du moment où j'ai un coéquipier qui m'a dit, moi je bossais avec un mec, tu peux essayer, il est super cool et tout ça. Au début, je dis bon, je sais pas trop. Finalement, je me suis dit, après une énième situation où j'étais très bon sur un match et moyen le match d'après, et pendant une période de 3 semaines, je suis invisible, je comprends pas, puis je ressors la tête de l'eau. Je dis non, il faut que je fasse quelque chose quand même. C'était important. Et en fait, je pense que réellement, ça s'est tout goupillé dans une fenêtre de quelques mois. J'ai eu ma rencontre avec ma future épouse à l'époque. Et avec Olivier Guillet, qui était mon préparateur mental, et qui est aujourd'hui devenu un ami, un très bon ami à moi, bah en fait, tout s'est imbriqué en même temps, et j'ai enchaîné sur des performances très positives, l'équipe de France derrière. C'est ça, je suis arrivé en équipe de France, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis entouré de Tony Parker, Boris Dio, Nicolas Batum, Yann Maimni,
des joueurs NBA en voiture, voilà, qui me parlent de Hilton, Sheraton, bon nombre d'hôtels, Four Seasons. Moi, je suis là, je vais au Campanile, au Mercure. Mercure, pour moi, voilà. C'est la classe. Donc, en fait, je leur dis, les gars, en fait, il y a un an, vous étiez comme moi. Donc, je vous comprends pas. Mais en fait, les gars de ma génération, parce que ceux qui sont plus vieux, je peux comprendre plus d'expérience. Mais en fait, je vois mes statistiques. Je pense que je jouais 14 minutes par match à l'époque au Mans. Et j'étais à 4 points de moyenne. Donc, en fait, c'est juste tout s'égoupiller sur la partir du moment où un coéquipier à moi s'est blessé. Malheureusement, ça commence souvent comme ça. Quand un joueur se blesse, celui qui est derrière, il faut qu'il soit prêt. Et j'étais prêt à ce moment-là. Donc, j'ai step up et j'ai réussi à performer tout de suite. Au point que quand même le joueur est revenu de blessure, je suis resté titulaire. Je suis resté à jouer beaucoup et à performer. À quel poste d'ailleurs? Poste d'ailier. Ailier, justement, donc au Mans. Et ce qui s'est passé, c'est que durant les playoffs de cette année-là, on jouait contre Paris à l'époque. Il y avait un fort joueur qui s'appelle Eddie Vassalo, qui était le meilleur marqueur de championnat ou pas loin. Et j'ai réussi à le stopper durant cette série de playoffs, où en tout cas grandement limité. Et le coach de l'équipe de France regardait. Et il a dit, ce gamin est intéressant. En 2010. C'était qui les sélectionneurs? Vincent Collet. C'était Vincent Collet. Et bon, il me connaissait déjà un petit peu du Mans, parce que moi j'étais formé à Cholet. Le Mans-Cholet, c'est quand même déjà, c'était proche et toujours un peu de rivalité. Mais voilà, il m'avait vu mon évolution. Son fils qui est agent, m'en a parlé en anecdote en rigolant. Il me dit, mais c'est ce match-là qui a été pour toi un game changer. Et en fait, à l'arrivée, je suis arrivé en équipe de France comme ça. Il m'a dit, il voulait me voir avec des joueurs plus forts, ce que ça pourrait donner. Et j'étais coupé le dernier coupé de la première sélection en 2010 pour la Coupe du Monde. Mais en fait, pour moi, ça a été incroyable comme expérience parce que j'ai réalisé c'est là où on apprend beaucoup plus en regardant. En fait, donc je regardais, je posais des questions, j'observais beaucoup. C'était naturel chez moi, mais je l'ai entre guillemets amplifié. Et Vincent Collet, c'est un réel professeur de basket, si je peux dire. Il t'enseigne le basket avec sa vision et les détails. Et en fait, pour moi, je suis ressorti de cette expérience, cet été-là, galvanisé, gonflé à bloc pour faire une grosse saison l'année après. Et revenir en équipe de France quoi qu'il arrive. Donc pour moi, chaque été en équipe de France, ça a été quelque part un enseignement sur moi-même, sur le jeu constant. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à trouver ta place, entre guillemets, là où effectivement, tu sais, les gars que tu regardes et qui sont à un certain niveau et toi, on te donne ta chance. Mais comment tu arrives à adopter cette posture de confiance, en fait, te dire, plutôt dire aux gars dont tu parlais tout à l'heure, les gars, restez les pieds sur terre, chose simple et tout. Et eux, ils te disent, non, mais attends, gamin, excuse-moi, tu viens d'arriver. J'ai eu droit à des réflexions, mais tu sais, dans la ligue, tu peux pas comprendre, c'est la ligue. Je dis, bon, grand, calme-toi. Il y a 2 ans, tu étais quand même avec nous en championnat de France. Donc, mais bon, c'est des potes à moi, donc c'est possible de prendre cette posture-là. Mais je pense que pour moi, ça a été plus simple, si je peux dire, parce que d'une part, le rôle qu'on me donnait, c'était quoi qu'il arrive, un rôle de role player, comme on dit. Et le role player, tu peux être déterminant sur ton entrée, pouvoir apporter un plus, être un peu un game changer, mais quoi qu'il en soit, dans une équipe, il y a toujours une hiérarchie dédiée et des équipes qui fonctionnent. Et c'est pour ça que pour l'équipe de France, pendant longtemps, le coach voyait ça comme réellement une équipe et pas une addition des meilleurs joueurs français qui, par le passé, ils ont essayé, ça n'a pas tout le temps marché. Et donc là, il a voulu mettre en place vraiment une équipe, on va proprement parler, avec des titulaires, des options offensives, des forts défenseurs, enfin vraiment le plus complet possible. Et sur ce système-là, en fait, j'arrivais parfaitement à pouvoir m'imbriquer là-dedans et accepter un rôle des fois d'homme de l'ombre, quelque part, en fait. Mais de pouvoir me dire qu'il fallait que je puisse être le mieux possible dans ce rôle-là, en fait. Parce que on veut tous être en club, en championnat. J'étais donc un leader, un joueur majeur. Donc c'est moi qui avais la balle dans les mains, c'est moi qui pouvais faire les décisions. Et arrivé en équipe de France, il fallait switcher pour accepter un rôle de l'ombre, un rôle pas tout le temps forcément gratifiant, parce que
ce que tu fais, ça ne doit pas forcément dans les stats. Donc, que tu sois un stopper défensif, que tu prennes des rebonds, que tu fasses interception, la passe qu'il faut, ça ne se voit pas forcément dans les stats. C'est pas tout le temps quantifiable. Les joueurs qui connaissent le basket le voient et le reconnaissent, mais le spectateur, entre guillemets, il n'a pas tout le temps l'œil pour ça. Mais après, les passionnés vont voir l'engagement, l'énergie que tu mets, comment tu veux justement te battre pour le maillot bleu. Parce que c'est ça, en fait, c'est l'équipe de France. Donc, quoi qu'il arrive, comme c'est l'équipe de France, c'est plus haut que tout. Et donc, tu mets ton ego de côté. Et ok, tu veux me faire jouer pour 2 minutes? Ok, pas de problème. Pendant 2 minutes, je vais me donner à 150%. Peu importe ce qui va se passer. Ah, ça va être pour 20 minutes? Ok, 20 minutes, pareil. Et... On fait une petite parenthèse là-dessus. On viendra, on prendra le fil, hein, parce que là, il y a un game changer, comme tu dis. Mais moi, ce que je trouve intéressant, demain, tu vois, toi qui connais un peu le monde du corporate, de l'entreprise, tu sais, dans les entreprises, il y a ceux qui brillent. Ou ceux qui aiment bien briller aussi. Exactement. Et puis, il y a ceux qui sont utiles, les piliers, tu vois, d'une entreprise, qui n'ont pas toujours la reconnaissance, sans parler d'avoir l'œil sur soi, un œil sur bien soi. Sûr. Mais quel est, toi, avec du recul, là, quelle optique tu as par rapport à ça, ces gens qui sont utiles dans un système, ça peut être une entreprise, mais dans un système quel qu'il soit, mais qui ne brillent pas, qui sont un petit peu pas reconnus pour ce qu'ils font. Tu sais, je prends un exemple tout bête. On est là au Sofitel. Et on voit très bel hôtel, très beau cadre. Et c'est propre. Et en fait, les dames de ménage, si elles ne sont pas là, le Sofitel perd son charme. Et elles peuvent avoir un rôle secondaire pour certains, mais en fait non, elles sont primordiales. Donc, si demain je suis à l'entreprise, je prends le temps, ça dépend à la taille de ma structure, mais même selon la taille, je prends le temps de pouvoir justement, quand on fait des réunions, leur faire un petit mot, un petit geste, même simplement dire bonjour, parce qu'en fait, sans elles, mon standing, ma renommée, ma visibilité, elle est complètement impactée. Et donc, en fait, c'est important, quoi qu'il en soit. On a tous, en tant qu'être humain, notre fierté, notre ego, notre estime de soi qui a besoin d'un petit peu, on va dire, d'un petit peu d'amour. Et donc, on veut être reconnu pour ce qu'on fait. Et je suis persuadé qu'elles font ce qu'elles font, qui n'est pas forcément un métier passion pour certaines, mais elles le font au mieux de leur capacité. Et donc, cette petite reconnaissance va faire que demain, elles vont revenir et elles vont encore se dépasser. Elles vont encore faire le plus pour que ça puisse briller, que pour l'hôtel puisse briller, pour qu'après, derrière, quelque part, Sofitel puisse briller, si je peux dire. Et c'est la même chose dans une équipe. Le joueur de rotation, le dernier sur le banc, le 12e, le 13e, même ceux qui sont encore sur le côté, tu auras besoin d'eux à un moment donné, en fait. Et donc, si dans ton management, tu prends pas le temps de leur accorder du temps, pas forcément sur le terrain, mais en discussion, en échange. Si tu as un joueur, tu veux plus le faire jouer, par exemple, parce qu'il est plus bon en ce moment, qu'avant, quand il était bon, vous étiez en accord, tu lui parlais tout le temps, tu lui disais bonjour, tu rigolais avec lui, et d'un coup, il devient un peu blacklisté, ça peut arriver, et tu lui parles plus. Qu'est-ce qui va impacter le plus ce joueur-là? Le fait de ne pas jouer? Oui, ça va l'impacter, c'est sûr. Mais le fait de perdre cette relation, ces échanges, le fait de se sentir vraiment à l'écart du groupe, ça, c'est ce qu'il y a de pire. En tant que joueur ou dans une autre société, te sentir à l'écart, ne pas faire partie d'un tout. Parce que quand tu es dans une équipe, c'est rassurant. C'est un collectif. Tu te sens quand même pas tout seul. La solitude, c'est un truc qui peut ronger beaucoup. C'est vrai ce que tu dis. Ça me touche parce que je me revois des fois seul, moi. Et c'est vrai que c'est des moments, je pense que c'est les moments les pires, quoi. Finalement, on peut avoir manqué de santé financière, ce genre de choses, mais quand on manque de reconnaissance ou de bienveillance ou d'un regard, finalement, on n'existe plus, quoi. On a besoin des autres. On a besoin des autres. Qui t'a le plus apporté, toi, dans ta carrière de ce point de vue-là? Les personnes où toi, ça a été peut-être compliqué. Tu vas me dire peut-être effectivement Siga, mais indépendamment de Siga, si on parle sur le terrain, qui t'a enseigné ou partagé cette vision d'être attentif à l'autre, en fait? Je pense que dans ma carrière, je dois être reconnaissant de plusieurs personnes, on va dire.
Si c'est difficile de citer une personne, mais j'ai été quand même, on va dire, à bonne école. Déjà, très tôt, en jeune, j'étais formé à Chevalet Basket, qui, pour moi, donc déjà à l'époque, c'était le meilleur centre de formation de jeunes. J'avais un coach, qui s'appelle Jean-François Martin, qui est venu me chercher en Picardie, qui a pris le temps avec moi, on va dire, que je puisse me développer, qui m'a donné ma chance. Et donc, lui était déjà une personne clé. Puis un joueur à l'époque, Michael Gelabal, qui était avec moi en équipe de France par la suite, qui est un ami à moi, qui, pareil, qui m'a transmis beaucoup de choses. Et je pense que la concurrence aurait pu faire que potentiellement les gens ne prennent pas le temps de transmettre. Alors je pense que en tant qu'ancien, aujourd'hui je suis un ancien, transmettre c'est quelque chose de facile, mais qui peut permettre aux jeunes de gagner un temps fou, d'éviter les pièges et d'être beaucoup plus confiants et donc quelque part de performer plus vite. Et dans une optique de victoire d'équipe, c'est important de transmettre le plus possible parce que j'aurais aimé, moi, à mes débuts, avoir 2-3, on va dire, clés pour pouvoir aller plus vite, plus loin et mieux, entre guillemets. Et donc, Michael Gelabal, pour moi, a été vraiment un vrai soutien. JP Batista, mon capitaine quand j'étais au Mans, avant que je devienne capitaine aussi par la suite, ça a été pour moi un modèle, un grand frère. J'ai pas de grand frère, pour moi c'était mon grand frère. Il était vraiment hyper calme, hyper posé, pas un mot au-dessus de l'autre, mais toujours à fond. Un vrai leader par l'exemple, un gros nounours, un gros bébé de 2,6 m et 120 kg brésilien, mais une crème en dehors du terrain, mais une arme redoutable sur le terrain, une patte, un joueur offensif vraiment un jeu super léché, et mais un homme, un père de famille stable, sûr, et pour moi vraiment un exemple vraiment pour moi en tant que capitaine, en tant qu'homme, ça a été quelque chose. Et Boris Joly, l'équipe de France, bien sûr, dans le capitanat, dans le leadership, dans la communication avec les autres. Et c'est des exemples que j'ai eu dans ma carrière. Il y en a d'autres, hein, et j'en oublie aussi certainement, mais je pense que voilà, on ne se fait pas tout seul. Ouais. Et il faut pouvoir se nourrir des expériences et de ce que chacun peut apporter. Dans le positif essentiellement, parce que je pense c'est facile d'être dans le négatif, on le fait tous. Et je pense que c'est dommage de rester ancré là-dedans. Transmission, on se fait pas tout seul. C'est sûr. T'arrives, je te remercie déjà de me partager tout ça. Ça paraît tellement simple, justement, comme tu l'as dit, finalement, les choses simples, celles qui ont plus d'impact, et de te les entendre dire au travers de ton parcours, et on sent que tu pèses tes mots en plus, ça prend tout, ça prend racine en fait, ça met le socle, ça met la base, les fondations. Tu arrives en équipe de France, il y a Boris Dio, dès le départ, c'est lui qui était là positionné. Ouais. Captain Babac, comme. Qu'est-ce qui, dès le départ, c'est justement, qu'est-ce que tu trouves de singulier chez lui, qu'il n'y a pas dans le reste, qui fait qu'il est capitaine à l'époque, hein. Son comportement, tout simplement. Moi, qui arrive, qui, entre guillemets, qui suis un petit joueur de championnat de France, même pas un joueur majeur à l'époque, il m'a accueilli comme si j'étais une pièce importante, tout simplement. Il n'y a pas eu de différence. Il parlait avec moi, il gueulait avec moi, il m'a mis à l'aise tout de suite. Et je peux te dire, un joueur NBA, capitaine de l'équipe de France, plus de 100 sélections, un monument du basket français. Et moi, en fait, voilà, tu peux te dire les choses, mais ce que tu fais est beaucoup plus impactant. Et son comportement au quotidien, le fait vraiment d'intégrer tout le monde et de dire les choses à tout le monde. S'il faut dire les choses franchement, clairement dans les yeux, il va le dire à tout le monde, que ce soit
au leader comme au joueur de rotation, pas de problème. Comme au staff, il n'y a pas de souci. Et vraiment dans son leadership de manière générale, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, ça impose le respect. Et aujourd'hui, le manager de l'équipe de France, c'est pas pour rien. Et on voit surtout les résultats en plus qui sont là. Et voilà, tout à fait. Et l'équipe de France a des belles années devant elle. Ouais, c'est ça. Ouais. On voit la progressivité qu'il y a pu y avoir et c'est pas un coup d'éclat, quoi. Et... Non, ça a été un travail de longue haleine. Il a fallu être très patient. Il y a eu pas mal de défaites rageantes, surtout contre notre bête noire pendant des années, les Espagnols. Mais chaque année, il revenait. Cette résilience de pouvoir justement toujours se battre pour ce maillot bleu. Cette passion qui lui était transmise par sa mère, qui était aussi internationale française. En fait, c'est des exemples de joueurs qui... Ok, on peut dire que tu es un NBA, tu es millionnaire, tu as beaucoup de choses positives qui t'arrivent et tu pourrais justement pas prendre le temps les étés, de sacrifier tes étés, lui comme Tony Parker, pour l'équipe de France. T'as pas besoin de l'équipe de France, entre guillemets. Mais en fait, non, l'équipe de France est au-dessus de tout. C'est réellement une passion, une ferveur. Et quand tu aimes ton sport, tu aimes l'équipe de France parce que tu représentes ton pays. Et c'est une fierté. Et je pense que quand t'es gamin et que tu te rêves, entre guillemets, sportif de haut niveau, ben, tu rêves de porter le maillot bleu, tu rêves d'être décisif, tu rêves de... les Jeux Olympiques, tu rêves de pouvoir mettre ton empreinte un peu sur ça. Et en fait, c'est des choses qui l'incarnent complètement. Et qui t'imprègnent, toi. Exactement. Tu parlais de mettre ton empreinte, mais c'est ça. Oui. Tu prends. Je pense que c'est une chance. C'est une chance, en fait, de prendre le temps d'écouter. De prendre le temps de poser des questions. Et il n'y a pas de questions bêtes, en fait, à l'arrivée. Parce que tous les questionnements qu'on peut avoir, si on arrive à les formuler, que ça puisse sortir, bah ok, peu importe la réponse, mais tu prends ce que tu as à prendre, en fait. Et quand je vois l'évolution des choses, et que des fois certains jeunes ont du mal à poser des questions, ou pas envie, ou pensent qu'ils savent déjà, ok, c'est votre vision, c'est votre droit. Mais il y a d'autres solutions aussi, il y a d'autres chemins aussi, et il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver, en fait. Et il y a toujours, je dis souvent aux jeunes joueurs, il y a ceux à qui on déroule tapis rouge, qui sont des talents précoces, très tôt. On dit, il a un très gros potentiel, on va le pousser. Et il y a ceux qui doivent passer par un chemin plus difficile, moins conventionnel, mais... c'est comme dans la vie, en fait. Et il faut juste se dire que le plus important, c'est de croire en soi et de bosser. T'as pris quel chemin, toi ? Moi, j'ai eu un chemin... arrivé particulier. C'est vrai que je suis venu au basket un peu par hasard. Et puis derrière, j'étais pas le plus grand. Quand j'étais au Pôle Espoir en Picardie, j'étais pas le plus grand, j'étais pas le plus fort, j'étais pas le plus talentueux. Pas le plus grand, pas le plus fort, pas de talent, enfin pas le plus talentueux. Pas le plus talentueux. Et à l'arrivée, ce que j'avais pour moi, c'était de l'abnégation et une sorte de résilience déjà très jeune. Dire que, ok, j'ai eu droit à des commentaires plus jeunes quand j'ai décidé de quitter mon club de Beauvais pour aller à Cholet Basket. J'étais le petit jeune du groupe qui jouait déjà un peu avec les espoirs à Beauvais. Et qui décide de quitter Beauvais, donc ma ville, pour aller à Cholet Basket. Et qui pour moi c'était donc quelque part une grosse promotion quand même. Et j'avais 15-16 ans. 15-16 ans, on est quand? J'arrive à Cholet, je crois que c'était en 2001, je crois. Donc c'était la transition 2000-2001 en fait. Et donc certains parents me disent, écoute, si tu vas te planter à Cholet Basket, ne vais pas pleurer quand tu vas revenir chez nous. Parce que j'imagine que leurs enfants, j'étais un concurrent direct pour eux, ils étaient plus vieux que moi, mais je jouais plus qu'eux, et puis voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Et moi, ça m'a juste... c'était du fuel. C'est du fuel pour moi. Et tous les
haters, comme on dit. Ouais. Pour moi, c'est du fuel, en fait, parce que... Tu peux nous expliquer un peu ça? Parce que moi, ça me parle vraiment. Mais tu vois, il y a des gens... on voit aussi, d'ailleurs, tu parles des haters, quelqu'un qui a un petit peu de visibilité sur les réseaux sociaux, un petit peu, un sportif, par exemple, et qui commence à avoir germé un peu de jalousie ou de, tu sais, une compétition pas très saine. Elle n'est pas toujours saine, la compétition, en tout cas, vu de l'extérieur, même si à l'intérieur, elle est sans doute, d'ailleurs. Mais comment un jeune qui a du mal à vivre ce côté un peu haters peut transformer ça en quelque chose de... pas positif, mais comme tu dis, c'est du fuel, quoi. Alors, c'est de l'énergie. Moi c'est particulier pour moi, à mon sens, parce que je pars du principe, je suis un introverti, mais je suis dur avec moi-même. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des objectifs individuels clairement définis. À partir du moment où ça a été pour moi le game changer, préparation mentale, et je suis dur avec moi-même. Donc peu importe ce qui peut être écrit, dit, je peux être pointé du doigt, et c'est pareil dans l'autre sens, si je peux dire. Je peux être encensé. Ouais. Ok, je sais que je suis exposé. Je sais que je fais un métier aujourd'hui où les gens vont me juger. Et juger, l'être humain, la chose la plus facile, c'est de juger. Parce que ça te permet quelque part de sortir un peu de ton prisme personnel et de mettre un peu de côté pendant un temps ta vie ou tes problèmes. Donc, tu vas juger les autres. Et c'est facile. Donc, si je prenais le temps de me polluer l'esprit, même les yeux, parce qu'en fait, je lis même pas ces choses-là, parce que c'est une perte de temps pour moi. Ouais. Ça serait juste une boucle qui me ferait douter, qui me ferait changer mon cap. Alors que je sais que je suis dur avec moi-même. Je suis mon autocritique est plus dur que tout ce qu'on pourrait me sortir à l'extérieur. Donc en fait, je suis imperméable à ça. Et j'ai un niveau assez intéressant, ça. Le fait d'avoir, excuse-moi, mais c'est pour ceux qui écoutent, tu vois, se dire, et pour moi d'ailleurs, parce que le fait de te répéter comme ça me permet à moi de me mettre ça dans mon cerveau pour m'enrichir un petit peu de ce que tu viens de me dire. Et notamment l'exigence vis-à-vis de soi. Et peut-être un paramètre plus fort que le jugement des autres, et en plus tu es acteur dessus, ton jugement à toi, tu vas pouvoir agir dessus, mais après c'est pas toujours simple, donc du coup tu as pris à un moment donné, quelques années après, l'aide d'un expert sur ses voies intérieures pour pouvoir les maîtriser et aussi dompter cette exigence que tu mettais envers toi, quoi. Exactement, non mais j'ai pas fait tout seul, encore une fois, comme je dis, tout seul. Peut-être au début si. Voilà, au début si, parce que j'essayais, mais j'étais pas constant, j'avais pas de la régularité à l'arrivée, j'avais pas forcément tout le temps les fruits de ça. Mais je savais que c'était important quoi qu'il arrive, quand j'ai compris comment marchait le système, si je peux dire. Tu peux le dire. C'était important de pouvoir me mettre cette carapace, si je peux dire. Donc à partir de là, ça a été pour moi tout de suite beaucoup plus simple d'appréhender la compétition, d'appréhender les autres et le regard des autres. Parce que ça a été longtemps une peur, le regard des autres, la peur de décevoir. C'est quelque chose qui était ancré depuis l'enfance, si je peux dire. Donc pour moi, ça a été une des clés pour avoir une meilleure estime de moi-même et une meilleure confiance en moi de manière générale. Justement, je reviens sur les clés, parce que tu parlais de Michael Djellabal. Djellabal, je pense bien son nom. Djellabal, oui. Djellabal. J'aurais aimé justement avoir 2-3 clés. Et lui t'en a transmis. Si toi t'as un jeune aujourd'hui qui, tiens, t'as un jeune de Beauvais là, t'imagines dans le terrain, sur les parquets, là, il est là et puis il a du mal à s'en sortir, il te dit tiens, et il prend le micro là et il est en face de toi. J'aimerais, Charles, que tu me donnes 2-3 clés s'il te plaît, 2-3 enseignements, parce que là pour l'instant j'ai l'impression d'être un peu face à un mur, je m'en sors pas. Bon, tu as posé plein de questions pour savoir un petit peu ce qui le tourmente, mais comme ça, toi, ce serait quoi? Tu as envie de lui faire un cadeau comme ça sans le connaître, tu dirais quoi? Moi je lui dirais premièrement déjà de prendre le temps de rêver à ce qu'il veut réellement. Rêver le plus possible. Une fois que tu as rêvé et que tu sais vraiment quelle direction tu veux prendre, ok, ça, ton rêve, c'est une chose. Maintenant, comment en faire une réalité? Comment en faire une réalité, c'est le temps de poser sur le papier ce que tu veux. Une fois que tu poses sur le papier ce que tu veux, je vais plus loin, c'est comment tu peux l'obtenir. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être basketteur? Ou par exemple, tu veux cette année, tu as fait une saison compliquée l'année dernière,
Cette année, tu veux réussir à performer sur du scoring, sur, de manière générale, être un meilleur basketteur, un meilleur joueur, avoir les meilleures statistiques. Ok. Tu veux faire quoi comme statistique? Je te demande précisément de te challenger. Tu penses que tu vas jouer combien de temps? Ton temps de jeu va être lequel? Tu penses que tu vas mettre combien de points? Et selon toi, c'est pas ce que tu rêves de faire à ce stade-là, parce que le rêve est déjà passé. Là, on est sur l'objectif et comment l'atteindre. Ok, donc tu veux mettre combien de points? Ah, tu veux en mettre 10 par match. Tu veux combien de temps? 20 minutes. Ok, 10 par match. Donc il faut que tu prennes quand même au moins 7 tirs par match, minimum. Si tu as des bons soirs, tu en mets 20. Mais si tu as des mauvais soirs, tu mets quand même tes 10 points. Donc il faut que tu prennes au moins 7 tirs. Il faut que tu prennes au moins 2 tirs à 3 points sur les 7. Ou 3. Pour en mettre à chaque fois au moins minimum 1. C'est-à-dire 3 points sur 10 points souhaités. Ta ligne de lancer franc. Donc en fait, je lui dis qu'il faut compartimenter les choses. Il faut, quand un objectif paraît trop grand, une fois que tu l'as réduit en petits objectifs, bah en fait, tu te rends compte que c'est atteignable. Et qu'à l'arrivée, quand tu l'atteins, prends le temps de le célébrer. Prends le temps d'être satisfait de ça. Parce que on peut se perdre dans le fait de se dire que je veux faire ça. Et c'est un gros objectif. Je veux faire une saison complète de MVP. Ok, d'accord, mais le MVP, c'est tous les jours. Le MVP, c'est quand tu te lèves le matin, tu prends le temps d'analyser ce que tu veux faire. Et comment tu vas bosser aujourd'hui. Et je dirais même plus, c'est en te couchant le soir, c'est de prendre le temps de checker ce que tu as fait dans la journée. Est-ce qu'il y a été positif? Être dans la gratitude par rapport à ça. Construire par rapport à ça, ces choses-là. Et construire ton cerveau, lui lancer, on va dire, les disquettes à l'époque des données, et le remplir de disquettes de données positives et faire que ton hardware soit full. Soit full, il ne pourra jamais être full, mais en fait, avoir tellement de données, tellement d'options, ça devient automatique. Ils appellent ça muscle memory. Mais en fait, le muscle memory commence d'abord quand tu y injectes dedans des choses claires. Et après, voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, après, tu vas sur le terrain et tu te mets à travailler, mais intelligemment. Et comme tu as déjà breakdown, tu as déjà mis en place ce que tu veux faire, tu feras plus tout et n'importe quoi. Et tu ne pourras plus accepter tout et n'importe quoi non plus. Et à partir de là, tu sais quel joueur tu veux être. Mais en fait, tu dis souvent, dans 10 ans, tu veux être comment? Ok, mais en fait, le gamin que tu veux être dans 10 ans, sache que tu l'es déjà. C'est en toi. C'est déjà en toi, en fait. C'est ancré en toi. Il faut juste que tu débloques les choses. Et tu as les outils avec ce que je te donnais un petit peu et le travail. Il y a pas... On n'arrive à rien sans le travail, de toute façon. Et en fait, c'est ça. C'est juste des blocages qu'on a souvent, des croyances limitantes, parce que c'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a inculqué. C'est laquelle que tu as fait péter en premier, toi? Enfin, la première croyance limitante que tu as réussi à faire disjoncter, péter dans le disque dur. Celle qui m'a le plus impacté, c'était quand on me disait que je ne pouvais pas shooter un ballon. J'étais un gamin plus jeune, je voulais mettre des points. Parce que c'est plus fun. C'est plus fun. Et en grandissant, j'ai eu un volume physique qui faisait que on me voyait plus comme un garde, on me voyait comme un poste 3, fort défenseur. Je le suis. Je le fais partie de moi parce qu'en fait, dans mon ADN, le fait de perdre un duel, ça passe pas très bien. Donc forcément, ça fait partie de moi. Mais j'aime aussi mettre des points, j'aime aussi mettre des paniers, j'aime voir la balle rentrer dans le cercle. Et ça procure autant de plaisir, voire même plus, que faire un stop défensif. Mais on aime beaucoup te mettre dans des cases, dans le basket français, dans le sport en général, et ce qu'on est en France, entre guillemets. Et faire péter ces cases, faire péter ces barrières qu'on te met, entre guillemets, sous le nez, qu'on t'impose quelque part. Et ça, depuis très jeune âge, en fait. On aime beaucoup mettre des cases. Lui, il fera ça, lui, il fera ça. Et moi, je suis pas sûr du fait qu'on progresse à tous âges. On peut toujours progresser. Selon ce que tu mets en place, tu peux progresser. Moi, aujourd'hui, j'ai 38 ans. Je pense que je peux encore progresser. Je dis que c'est ma dernière saison, mais je pense que je peux encore progresser. C'est dommage. C'est ce qui fait que je me lève le matin avec l'envie d'aller à la salle et de bosser, en fait. D'accord. C'est que ce sera pas une dernière année pour faire juste présence, acte de présence, c'est une dernière année pour encore progresser, apporter encore plus. Si je voulais ce acte de présence,
jouerais pas. Ce serait tricher avec moi-même, en fait. Et le salaire, quoi. Et le salaire, ah oui, non, le salaire, c'est une chose, mais ce serait quand même tricher. Donc, en fait, lever le matin pour juste le salaire, si j'ai la chance de pouvoir justement continuer de faire son métier de passion, parce que c'est ma passion, c'est parce que justement, j'arrive à me challenger, j'arrive à me pousser et à me dépasser. Si c'est que pour le salaire, parce que je sais que malheureusement, il y a des gens qui ont un job qui est un job alimentaire. Et je sais que ces personnes-là, je me dis qu'elles doivent forcément avoir un manque, une frustration. Et les jours où ils n'ont pas envie, c'est difficile. Et j'ai la chance d'être dans une position où jusque-là, ça fait 20 ans que je fais un métier passion, que je me lève parce que je sais que je vais bosser, mais en fait, je fais un des meilleurs métiers au monde. Je vis de ma passion depuis 20 ans, depuis que je suis gamin. J'ai commencé mes premiers pas en pro, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38. Et donc, c'est un privilège. Et le galvauder en me disant juste, voilà, j'ai un salaire, c'est pour le salaire, que bon, allez, c'est pas grave, je déconnecte de ça. Non, tu vois. Et si demain, en fait, je prends ma retraite et que j'ai pas la chance de retrouver de la passion dans mon boulot, bah, il faudrait que j'ai à côté quelque chose qui me procure ça, en fait. Ce challenge, ce plaisir. Et voilà, ceux qui ont, si je peux dire, ceux qui ont un métier alimentaire, tu te vois pas, on sait pas l'année prochaine où tu seras, mais on sent qu'il y a des valeurs qui t'animent, une mission, une vocation, etc. Mais si l'année prochaine on te propose un bon salaire pour transmettre dans une équipe, voilà, tu t'imagines dans des pays où il y a de l'argent, c'est quelque chose sur lequel tu es prêt à partir. Pour le coup, c'est alimentaire, mais ça fait quand même un beau pont d'or pour la suite. Ça permet aussi d'avoir 2 années un peu sécures qui vont construire un peu les 10 ou 20 prochaines années. Comment t'appréhendes ça, toi? Et je reviendrai après sur le fil de notre discussion. Dans quel sens, en fait, transmettre? C'est-à-dire une équipe encore de basket, continuer encore à jouer, transmettre bien sûr, basket. Mais t'es qui pas un niveau joueur. Pas joueur, non, toujours en tant que joueur. Mais là, on te fait une proposition pour justement cette équipe qui vaut pas grand-chose, entre guillemets, dans son... Je sais pas si c'est comme dans le foot, en fait. Dans le basket, je connais pas très bien le basket, finalement. Moi, je sais, je suis un peu... profane. Dans le foot, tu vois, on voit des joueurs de foot qui vont se faire 2-3 saisons dans des pays voilà, où il y a de l'argent, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans des pays au Moyen-Orient, voilà, je vais y arriver. Et finalement, il y a rien d'excitant, si tu veux. Mais par contre, oui, c'est sûr que tu vas gagner, tu sais, comme Ronaldo fait, par exemple. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà, je mets un peu la caricature. C'est un peu moins répandu dans le basket quand même, parce que, disons que déjà, il y a moins d'argent, tout simplement. Et les pays du Moyen-Orient, à part Dubaï maintenant, qui a une équipe qui joue en ABA League, le championnat où il y a des équipes quand même serbes, croates, slovènes de bon niveau. Il y a peut-être le Japon un peu dans l'exotisme qui paye très bien et qui a des anciens, entre guillemets, là-bas qui vendent un peu. Mais en fait, il faut jamais dire jamais dans la vie, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même pas avec mes valeurs. Et je pense que c'est important de ne pas galvauder ces valeurs au profit de l'argent. Parce que l'argent, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Après, on dit souvent, ceux qui ont de l'argent, c'est ce qu'ils disent. Très bien sûr, c'est facile. Mais non, c'est réel, en fait. Parce que c'est comme le sportif qui s'identifie que par ce qu'il fait. Le jour où il perd ce qu'il fait, le jour où il arrête ce qu'il fait, donc le jour où il prend sa retraite, ou parce que c'est un choix, ou parce qu'il a eu une blessure qui l'a stoppé, ou le jour où il est juste moins bon et il a moins de supporters autour de lui, ce sportif-là, quelque part, est doublement impacté, parce que il sent de l'abandon, il sent de la solitude, et il s'identifiait que par rapport au regard des autres. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que le jour où tu perds la lumière, tu te retrouves seul. J'ai bon nombre de personnes, malheureusement, qui sont parties dans des dépressions à cause de ça. Parce que leur vie, c'était juste le métier qu'ils font.
et le regard des autres par rapport à ça. Comment ils sont perçus. C'est pour ça que je parlais d'avoir un ancrage solide, des gens autour de soi bienveillants, peu importe ce que tu fais, que tu sois bon ou pas bon. Après, ils peuvent quand même avoir le recul nécessaire pour te dire les choses, et c'est important d'avoir les vrais sons de cloche, et pas juste que tu as envie d'entendre parce que ça fait plaisir aux oreilles, parce que les gens prennent dans le sens du poil. Mais c'est une chance d'avoir ce support system autour de toi. C'est une chance d'avoir ça. Tout le monde ne l'a pas. Et tu l'as construit, toi. Ça se construit. Je l'ai pas eu à la base, hein, parce que le sport de haut niveau, ma famille ne connaissait pas. J'étais le premier, entre guillemets, à rentrer dans ce cercle-là. Et donc, forcément, il y a des codes, il y a, comme toute chose, il y a des codes, il y a des pièges à éviter, il y a des choses à dire, pas dire, peu importe. Mais en fait, la vérité, c'est que... Encore une fois, il faut avoir le bon entourage autour de soi pour pouvoir survivre dans ce milieu-là. Ce serait tout à l'heure, tu n'as pas répondu aux clés que tu transmettrais. C'était très très clair d'ailleurs. Rêver, être sûr de son rêve. Déjà, tu allais passer à la seule rêve. Il faut en avoir plusieurs pour lequel est vraiment le plus, nous habite le plus. Pour qu'après tu en mettes sur un papier, c'est-à-dire, mais sur un papier, donc il faut l'écrire, il faut affronter ce rêve, le voir en face de soi, pas que dans sa tête finalement. Et après, le transformer en objectif. Et puis après, on se saucissonne avec des objectifs atteignables, comme tu as dit. Et puis à chaque fois qu'on a atteint un objectif, on le célèbre, on célèbre la victoire pour ancrer encore un peu plus dans son disque dur la capacité à franchir ses caps, pour se rapprocher un peu plus du rêve. Quel conseil inverse tu donnerais justement, dire fais attention à ne pas tomber dans tel piège? Attention à ne pas perdre son humilité. Son humilité, parce que c'est extrêmement difficile de gravir la montagne et facile de tomber. Et sachant que en fait, tu as toujours 2, 3, 4 gars minimum qui veulent te tirer par les jambes pour te faire tomber. Donc en fait, c'est facile de se sentir arrivé. C'est facile de se sentir d'un coup légitime à sa place et de penser que les choses nous sont dues et acquises. Alors qu'en fait, on oublie que c'est un privilège. On oublie que le plus important, c'est pas la finalité, mais c'est le voyage. Parce que demain, je vais arrêter ma carrière, on va me dire, oh, palmarès, ceci, cela, champion là, dalala. Ouais, c'est très bien, c'est génial. Quand je suis chez moi, je vois les médailles, tout ça et tout, je vois mon parcours, je montre ça à mes enfants, elles sont contentes, mes filles, elles sont fières. Mais en fait, et ça on s'en rend compte souvent quand on a une blessure, ce qui nous manque le plus, en tout cas moi c'est le cas, c'est le day-to-day, c'est le process, c'est les entraînements, c'est se faire mal pour se dépasser, c'est se voir progresser. Et en fait, c'est les choses qu'on peut vraiment impacter nous-mêmes. Parce que un joueur, je conseille souvent aux jeunes aujourd'hui, quand ils veulent shooter un ballon, de se focaliser sur ce qu'ils peuvent contrôler. Ils me regardent, ils font une tête un peu bizarre. Je dis, mais en fait, quand la balle elle est partie de tes mains, tu ne peux plus rien faire. Qu'elle rentre pas, tu peux rien y faire. Mais ce que tu peux impacter vraiment, c'est techniquement être le plus propre possible pour maximiser les chances qu'elle rentre. Là, tu peux le maîtriser. Là, tu as une chance de l'impacter. Par contre, une fois qu'elle est partie en l'air, elle est partie. Donc, limite, en fait, quand je vois Steph Curry qui shoot un ballon, qui tourne la tête, c'est tellement ancré au niveau du muscle memory que quand il fait ça, à ce moment-là, le corps prend le relais. Donc, ça te même... je parlais avec un ami à moi qui est un shooter, qui, quand il shoot, il regarde la balle, le trajet du ballon. Il regarde plus le cercle. Et mine de rien, c'est un petit truc que je ne fais pas, par exemple, parce que tu perds tes repères, mais tu as tellement répété les gestes du shoot, tu as tellement répété le mouvement, que si tu restes ancré sur la cible,
t'as des choses parasites qui peuvent interférer. C'est-à-dire que tu peux dire, ah, il faut que je finisse mon geste, ah, c'est pas ce doigt-là, c'est pas quel doigt, peu importe. Tu te remets tout le temps les choses en question. Mais tu as passé tellement d'heures, tellement de répétitions, que en fait, ton corps connaît le chemin. Est-ce que ça veut dire que finalement, on parle beaucoup de la tête, du mental, mais faire confiance à son corps, une fois que son corps a répété, tu as fait les exercices, évidemment. Hein. Oui, le bien travail, sûr. comme tu dis, Bien sûr. il sait faire tout seul, le corps. Il est plus fort que la tête, finalement. Si tu as mis les disquettes dans la tête. Ah, t'as vu la basket. Et après, si tu as Ouais. si vraiment t'as pris le temps Ouais. d'ancrer les choses, de sauvegarder les choses. Ouais. Parce que tu peux faire une séance de shoot incroyable et tu es à 90% de tout va rentrer. Ouais. Et bien cette séance-là, si tu prends pas le temps de l'ancrer dans ton cerveau, de te visualiser en train de mettre ces shoots, comment tu poses tes pieds, comment tu attrapes le ballon et comment ça rentre de manière positive, Ouais. bah, le lendemain, tu repars de zéro. Ouais. Et c'est dommage. Faut sauvegarder à chaque fois, sauvegarder. Sauvegarder à chaque fois. Faire des sauvegardes. C'est primordial parce que tu as une base de données qui est exponentielle et derrière, bah, c'est là que Ah ouais, si tu muscle sauvegardes, memory. si tu sauvegardes que les trucs négatifs, les échecs, etc., ou les petites voix des gens, les jugements et tout, là, c'est sûr que ton cerveau. Moins ça fait plus, c'est que dans les maths, hein, c'est pas vrai. donc en fait, c'est ça, il faut vraiment prendre le temps et c'est très rapide. À mon sens, c'est très rapide, mais c'est visualiser en train de mettre ces shoots-là. Et derrière, tu l'as tellement ancré, tellement répété, que là, le corps prend le relais. Parce que la tête est au clair par rapport à ça. C'est toujours pareil. Ouais, faut mettre la tête au clair par rapport à certains automatismes pour que le corps fasse ce qu'il a fait le relais. Et prenne le relais. Exactement. C'est merveilleux le sport quand on en parle comme ça. Et si c'était comme ça pour tout finalement, dans la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie affective, faire confiance à son corps, mais effectivement processer des choses dans sa tête qui peuvent être des pensées parasites qui viennent un petit peu squeezer le truc, quoi. Non, mais c'est toujours l'élément déclencheur. On revient sur cette fameuse année où tu arrives à marquer, parce que tu disais tout à l'heure, j'avais un truc ancré fort en moi, c'est que non, je ne sais pas marquer ou je ne suis pas fait pour marquer. C'est quoi la meilleure année, du coup, enfin pas la meilleure, mais celle où tu switches et l'année dans où l'esprit, t'es un marqueur, quoi. L'année où je switch, vraiment, je switch, je dirais que c'est l'année où j'ai beaucoup switché. Switcher, c'est mettre les paniers sans toucher le cercle. Ça fait souvent ce bruit switch. Ouais. Mais Switch. disons que c'est un été où je pense que j'étais en fin de contrat. Donc quand t'es en fin de contrat, Chez qui c'était au Mans, je pense. C'est ça, c'était au Mans. Arrivé en fin de contrat, donc forcément t'es un peu dans une situation un peu plus d'urgence. Donc tu cherches à faire plus. T'es moins dans le confort, donc c'est un confort un petit peu potentiel t'amène à te dépasser un peu plus, à te challenger un peu plus. Et ce qui est le pire pour la performance, c'est le confort. C'est le confort à mon sens, parce que le confort, je t'encroute, tu prends des automatismes qui sont pas forcément bons, et donc tu oublies les routines qui t'ont amené à ce stade-là. Et c'est déjà une chose qui peut t'amener à de la suffisance. Donc cet été-là, j'ai bossé avec un coach individuel basket qui m'a donné entre guillemets des armes pour pouvoir être encore plus confiant par rapport à qui je suis, ce que je peux être et où est-ce que je peux impacter, et être beaucoup plus dans un instinct de scoreur, un instinct d'aller vers le panier. Et donc cette année-là, j'ai fait une saison où j'étais clairement beaucoup plus agressif, beaucoup plus entreprenant. Donc ton coach personnel était avec toi avant, après Il était avec moi pendant l'été, on a bossé ensemble pendant l'été, sur la plage de l'été, pour pouvoir justement me donner les armes et on a refait un point en mois de décembre, on a fait des mini breaks, on a refait une mise à jour, on va dire ça comme ça, pour voir comment ça évoluait. Et j'ai fait mes 2 meilleures saisons, je pense, en carrière avant de venir à Lyon à ce moment-là. Et j'ai toujours eu des ups and downs dans la saison, parce qu'il y a toujours ce côté où, quand tout va bien, naturellement, des fois, on a tendance à relâcher un peu les efforts. Et tu le payes cash. Tu le payes cash. Et c'est-à-dire que très rapidement, tu retrouves des travers qui reviennent. C'est grâce.
En fait, Il y c'est a un jamais travail rien de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail continu. Et c'est quoi tes tips justement avec du recul là? Putain, c'est une vraie masterclass que je fais avec toi. Mais comment tu fais pour justement prendre, alors peut-être conscientiser ça, même si ça prend un peu de temps. Des fois, il y a des périodes dans ta saison où tu dis bah tiens, c'est passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, trop de temps. Et je me rends pas compte que je suis un petit peu dans ma zone de confort. Comment tu te mets en vigilance, en warning sur ces attitudes-là? Euh, je te dirais, en fait, on a tendance des fois à analyser les choses pendant, et ça procure du stress parce que tu l'analyses pendant. Donc tu n'es plus, on aime bien dire dans ici et maintenant, tu n'es plus dans le présent, tu n'es plus dans l'action, tu es dans ta tête pendant l'action. Ouais. Donc tu es forcément décalé, donc il y a des grandes chances que tu ne sois pas efficace. Ouais. Bien souvent, c'est comme ça. Ouais. Et donc forcément, ça fait effet boule de neige de choses négatives. Ouais. Et prendre le temps, quand le match, la période de match est terminée, quand tu as un petit peu de temps off, de te regarder, de te regarder en vidéo, de te regarder tes actions négatives, tes attitudes, parce que moi, il y a beaucoup de choses qui sont dues à l'attitude, ton engagement corporel, ta réponse corporelle aux situations. Est-ce que les gens ont tendance souvent à avoir ce gestuel où ils sont là. Ils sont là. L'arbitre fait un coup de sifflet négatif. Mais pourquoi? Ou alors, t'as pas la passe. Mais hey, je suis là. Oh. Et ce côté un peu... Passif, t'es pas acteur, quoi. C'est pas acteur, tu subis les choses. Ou et donc, des ça excuses. t'impacte. Parce que le geste que tu fais, en fait, pour ceux qui verront pas, en fait, vous pouvez voir sur YouTube, mais c'est très intéressant de voir, effectivement, comme tu dis, se regarder ses attitudes corporelles. Les mains levées comme les ça. épaules relevées. Les mains relevées, épaules relevées. C'est un peu, voilà, c'est pas ma faute, ou alors, mais pourquoi, en fait? Et en fait, je serais plutôt à l'inverse, les mains vers le bas. Ok. En mode, on se pose un petit peu. On revient sur terre. C'est passé. On se remet un peu plus. Le corps, il parle. Voilà, dans l'action. Et c'est un moment de se calmer, tout simplement, et de revenir dans l'instant présent. Et sortir un peu de ma tête, c'est main vers le bas, souffler 2-3 fois. Et sur les petits temps off que je peux avoir, un temps mort, une remise en jeu, quand je vois que je drift, que je pars dans mes pensées, j'ai raté un shoot, oh là là, c'est pas possible, oh ce layup, j'aurais dû faire ça, oh, j'ai pas fait la passe là. C'est facile d'entrer là-dedans. Et en fait, donc, ces petits temps off ou cette analyse... Ça va, grand chef. Comment on va? Ça fait plaisir. On est toujours bien accueillis. J'ai vu les Rodman hier soir qui étaient, je sais plus sur quelle chaîne et tout, je pensais à toi. T'as pensé à moi sur live? Oui. Bonne conférence. Mais oui, tu vois, c'est du live, on est bien accueillis ici. Comme tu disais tout à l'heure, je ne ferai pas de coupure là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est la reconnaissance des gens. Moi, j'aime bien passer inaperçu parce qu'on m'emmerde pas, entre guillemets. Mais quand tu as quelqu'un qui te regarde du coin de l'œil et dit un vrai salut, tu vois, et bienvenue, ça change tout, quoi. Et peu importe ton statut, peu importe ce que tu fais, etc., d'avoir cette reconnaissance, ça fait plaisir, ça fait chaud. Plaisir à tout le monde, bien sûr. Et puis là, pour le coup, moi, j'ai envie de lui envoyer mes mains. Tu vois, on parlait des postures de mains vers le haut, vers le bas, etc., de se regarder, s'observer. Ce côté observateur peut être très mal interprété. Souvent, on dit, mais arrête de te regarder, t'es un peu nombriliste, tu vois. Tu te regardes tout le temps. Mais toi, c'est pas ce que tu dis, c'est s'observer pour pouvoir s'améliorer. Exactement, c'est pour s'améliorer, mais aussi, en fait, savoir que, ok, qui on est, prendre le temps de savoir qui on est, prendre le temps d'être en adéquation avec qui on est, prendre le temps de s'aimer, en fait, tout simplement. Parce que si tu t'aimes comme tu es, demain, tu sauras beaucoup plus guider la personne qui t'aime, entre guillemets, ou j'irai même plus loin, c'est que tu sauras plus facilement comment tu peux impacter même dans un groupe. C'est que tu vas pas t'identifier par rapport au regard des autres. Tu sauras déjà qui tu es, ce que tu peux apporter. Mais l'égoïsme
dans ce sens-là, n'est pas négatif pour moi. Parce que pour pouvoir apporter aux autres, il faut que tu sois déjà en phase avec toi-même. En phase avec toi-même. Donc, il faut que tu prennes le temps de faire les choses qui te font du bien. Des choses qui t'apportent cet état, cette sérénité, cet espace un peu où tu es, où tu sais que, ok, là, je suis dans la performance, là, je suis effectif. Donc là, dans mon groupe, je vais apporter, je vais être impactant. Et moi, pour moi, c'est important le mot impactant. Vraiment important parce que j'ai toujours essayé d'être impactant dans tout ce que je fais. Parce que aujourd'hui, on m'a longtemps, et encore aujourd'hui, surnommé l'homme. L'homme, c'est arrivé en équipe de France à mes débuts, parce que mes 2 premiers points, c'était 2 dunks. Et Ali Traoré, qui tenait un blog à l'époque, je crois, elle me disait « C'est pas possible, c'est un adulte, c'est un homme ». Et c'est parti de là, l'homme. Tout le monde m'appelle l'homme depuis. Et ça m'a longtemps suivi, ça me suit encore. Donc c'est génial parce que bon, c'est un peu l'image et tout ça. Et aujourd'hui, sur ma fin de carrière, c'est les jeunes qui veulent un peu me challenger. Oh, ça va l'homme, on va voir. Donc c'est toujours drôle. mais c'est ça en fait. C'est vraiment prendre les choses comme ça en fait. Ouais, très très clair. L'homme que tu es... J'ai fait 2-3 fois que je me dis, je vais lui poser la question, mais comment je vais lui poser la question? En fait, on sent bien qu'il y a cette peur, je sais pas si c'est une peur, mais d'être un peu seul, tu vois, l'isolement, et pour le coup de trouver sa place, d'avoir son impact auprès de la société, auprès de son groupe, auprès de sa famille, peut-être aussi, auprès de son clan. Comment parce que tout à l'heure, tu parlais de la relation difficile que tu avais avec le fait de marquer. Mettre des points. Ça, tu as réussi à dépasser cette limite-là. Si je te disais, dans tes marqueurs, tu vois, qui pourrait être un peu une sorte de plafond de verre pour toi, mais là, pas sur le parquet, mais dans ta vie, cette solitude, la peur de la solitude, comment alors, est-ce que je me plante complètement? Là, je fais un peu de psychologie à la con, tu m'en excuseras, mais de pouvoir... Alors, en fait, quand je te parle de toi, je te parle de moi. Alors, je vais poser la question autrement. Pas de problème. Parce que moi, je me reconnais là-dedans. La peur d'être seul, tu vois. Demain, je suis seul, j'existe plus en fait. Et en fait, comment ça conditionne beaucoup de choses dans ma vie, je trouve, parce que des fois, tu vois, la peur d'être seul, la peur de pas être aimé, la peur de pas avoir de relation sincère en face de soi, bah, ça peut aussi biaiser, quoi. Et ça peut conditionner, tu vois, avec moi, l'exemple concret, quand je suis sous stress. Alors, stress sportif, stress dans ma vie de tous les jours, bah, en fait, je me sens triste, tu vois. Pas utile dans la vie, pas trouver la bonne mission qui peut m'aider moi-même, comme tu viens de le dire à l'instant, de s'aider soi-même pour après aider les autres, pour trouver sa place dans le monde. Tu vois, comment tu fais toi aujourd'hui, dans le sport tu l'as peut-être trouvé, mais comment tu vas faire demain cette migration dans ta vie d'homme et comment dans ta vie de père aussi, parce que tu as été papa, toujours. Est-ce que ça a été justement un élément de réponse aussi quand ma question, tu vois, qui est très très vaste, très très... je te vois te gratter le menton, regarder en l'air et tout. Ouais. C'est comment dire. Encore une fois, je reviens à qui je suis. C'est que je suis un introverti à la base. Donc être dans ma tête, déjà, je suis naturellement. Et je suis souvent seul dans ma tête à ce moment-là. C'est vrai. Donc en fait, des fois, j'ai besoin d'être seul. Justement. Et je peux être avec du monde et à un moment donné, je déconnecte. Et je me mets dans ma bulle. Et dans ma bulle, dans cette bulle, bah, je suis dans mon espace un peu de sécurité, si je peux dire. Et les gens qui rentrent dans cette bulle-là sont pas nombreux. Et c'est les gens à qui je me sens en sécurité qui peuvent vraiment rentrer dans cette bulle-là à ce moment-là. Mes fragilités, entre guillemets, je les montre que très peu. Et ces gens-là y ont accès, si je peux dire. Donc, me sentir seul, vraiment à l'extérieur, me fait pas peur parce que, disons que il m'arrive d'être seul de manière générale, même quand il y a du monde. Je peux être dans une pièce qui a beaucoup de monde. J'arrive déjà à me mettre dans ma bulle donc ça peut être déconcertant pour certains parce qu'ils ne comprennent pas forcément ça. Mais en tant qu'introverti, avant de parler,
j'aurais réfléchi peut-être à 10 options peut-être dans ma tête avant de pouvoir parler. Tellement ça me parle tout ce que tu dis. Et alors qu'une personne extravertie, il va parler sans réfléchir et après il va se dire ah mais finalement non, il y a ça, ça. Et donc ça va fuser. Et, et je suis ok avec ça, il n'y a pas de problème. Mais moi je fonctionne différemment. Et j'en suis conscient. Et les gens qui me connaissent en sont conscients. Ceux qui me connaissent pas, ils peuvent pas comprendre. Ah mais je comprends pas, enfin tu parles pas beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est pas contre toi. C'est pas parce que entre guillemets, je m'ennuie avec toi ou que j'ai pas envie de te parler. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je fonctionne comme ça. Et le silence est d'or, la parole est d'argent. Ouais, c'est un peu ça, oui. Donc ta parole est précieuse. Pour moi, oui. Oui. Pour moi, oui. Et je la reconnais comme telle parce que déjà on a pris du temps tous les deux à se trouver. Oui, c'est vrai. C'est souvent tous les deux. Mais j'apprends encore à mon âge une forme de patience. Ou avant, j'aurais peut-être abandonné en me disant finalement, mais je suis tellement content de t'avoir en face de moi aujourd'hui en live pour entendre tout ce que tu nous partages. Je suis content aussi. C'est vrai que c'était pas facile de pouvoir caler un moment. En fait, il y a deux choses. Il y a vraiment deux choses. C'est que la vie, on peut être quelque part pris dans ce tourbillon. Ouais. Et en fait, des fois, on ne prend pas le temps forcément de se poser ou de prioriser. Et j'aurais pu peut-être louper les enjeux aujourd'hui parce que j'avais des choses à faire avec la famille, parce que j'ai des travaux à la maison potentiels, parce que... Oui, ok. Mais je disais à mon épouse, mais il faut que je le calme maintenant ce rendez-vous-là. Parce que sinon, en fait, après, je vais arriver dans le championnat, je veux commencer l'Euroleague, je veux commencer le championnat de France à temps plein, j'aurai encore moins de temps. Pendant l'été, on est parti, tout ça et tout, toi t'es parti, enfin, on n'a pas pu s'imbriquer. Donc, question de timing. Ça aurait pu être encore cette même valse pendant un moment, mais là, j'ai eu un day off, ce qui est très rare. Donc, c'est mon premier day off en 10 jours, je crois. Donc, j'ai dit, bon, bah, c'est là, il faut le faire. Et je suis ravi d'avoir ce temps ensemble. Vraiment, Charles, et je te remercie, Racinga. Parce qu'entre-temps, on était en 2010, on a vu ton évolution, et puis donc tu t'es marié vous êtes 2013, en 2013, et vous avez eu des enfants. Oui. 3 enfants maintenant, donc 2 filles, donc Naya en 2014, Lina en 2017, et le petit Tidiane qui est arrivé là, qui a bientôt 10 mois là. 10 mois Qui a bientôt 10 mois. Oui. Son garçon. Petit garçon. Il s'appelle comment t'as dit? Tidiane. Comment il va, Tidiane? Il va bien, il va bien. On oublie entre guillemets à quel point un bébé déjà, enfin c'est tout petit, c'est fragile. Même s'il n'est pas très petit, il est plutôt bien portant et Dieu merci. Mais non, c'est se retrouver entre guillemets ces routines-là, les nuits courtes. Mais à l'arrivée, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que c'est... C'est hyper investi dans ta vie de père. Hein. Pour moi, c'est partir intégrante de qui je suis. Je m'identifie beaucoup plus comme un père qu'un basketteur. Par exemple, je parlais de ce que je fais et de qui je suis. C'est très différent. Et être père, c'est qui je suis. C'est ma raison d'être. Ma famille, c'est ma raison d'être. On parle souvent de... Comme Silent Sinek, du pourquoi, du why. Moi, mon why, c'est ma famille. C'est mon ancrage. Et je sais que peu importe ce qui peut se passer, si c'est pas dans l'intérêt de ma famille, je serai pas en adéquation avec ça. Voilà. Il me dit ça en regardant fixement dans les yeux. Il a de dire, Cyril, le temps qu'on a là, il est consacré. Et oui, pour moi, le temps, c'est précieux, c'est consacré, autant que la santé et la famille. Donc, je sais, à chaque fois que j'interviewe des gens en face de moi, ce temps qu'il est très précieux. Et d'autant plus que j'aime bien prendre le temps de me poser. Donc, pas faire juste un podcast. Enfin, juste, ça pourrait être un concept, comme d'autres le font, et je respecte tout à fait ça. Mais bon, moi, j'aime bien me poser et justement entrer un petit peu quelque part dans ce qui fait l'homme que tu es, pour comprendre aussi ces rouages qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui en tant que le gardien de la famille, mais pas que, aussi de ton équipe. Je reviens un peu sur l'équipe du coup, l'Asvel, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'à Lyon, quand on dit
basket. Eh ben, on dit beaucoup toi. Et Ok. ouais. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui brillent aussi, comme tu l'as très bien dit, pas ceux que de l'ombre, parce qu'à un moment donné, de l'ombre à la lumière aussi. Qu'est-ce qui fait qu'Asvel, on te prend à un moment donné, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Asvel et toi, c'est quand même une sacrée histoire? C'est drôle parce que je pense que j'en parlais un peu hier à un coéquipier parce que ça fait maintenant 10 ans que je suis à 10 saisons que je suis à l'Asvel. Maintenant, c'est ma 10e cette année. Et ouais. Et je disais, écoute, quand j'ai signé à l'Asvel, je pensais pas faire 10 ans à l'Asvel, tout simplement. La vie, les circonstances et, euh, et mon lien avec Tony a fait qu'à l'arrivée, ça fait 10 ans maintenant et que c'est une très belle histoire. Je pense que plus de la moitié de mon parcours en première division, bah, aujourd'hui était à l'Asvel. Donc j'ai eu toutes les casquettes à ce moment-là. Je suis arrivé quand j'ai signé, c'était pour être le leader de l'équipe. Et donc j'étais, ma première année en 2016, je pense que je suis dans le 5 majeur de ce championnat. Ouais. Meilleur défenseur et donc dans les meilleurs joueurs de mon équipe et du championnat. Et donc là, j'ai ce rôle de joueur impactant, de leader, de scoreur. Et je suis complètement épanoui là-dedans. Et je suis un leader par l'exemple. Donc je demande aux gars de se sacrifier. Le terme sacrifice est vraiment important pour moi parce que défendre ou se sacrifier, c'est pas toujours simple. Ça fait mal. Ça peut être frustrant des fois. Mais pour gagner, c'est primordial. Donc le chemin pour gagner, après avoir perdu 2 fois en finale championnat avec Le Mans, le deal avec Tony, c'était tu viens, on est champion, on va jouer l'Euroleague. L'Euroleague, pour moi, c'est un objectif. Être champion, c'est un objectif. Avoir perdu en 2010 et 2012 contre Cholet, donc le formateur, et contre Chalon-sur-Saône en 2012. Et donc, arrivé là, en fait, c'était même pas une question. Pendant l'année, il y a eu des hauts et des bas, mais on était juste un peu avant les playoffs. On a fait un meeting avec mes coéquipiers et je leur ai dit, écoutez les gars, c'est simple. Si on est ensemble sur cette courte période-là, où les égos sont mis de côté, les missionnaires sont mis de côté, vos stats sont mis de côté, et qu'on fait qu'on y va vraiment à l'unisson, et qu'on se bat, que chacun est dans une optique où, pendant 3-4 minutes, il donne tout ce qu'il a à donner, sans réfléchir, qui soit exténué, qui demande un changement. Parce que généralement, les coachs gèrent les changements. Ouais. Et là, j'ai demandé aux gars, on prend le lead sur tout. C'est notre équipe, c'est notre histoire, c'est nos playoffs. Je vous demande juste là, pendant 3-4 minutes, de tout donner. Allez vous asseoir pendant 2-3 minutes. Et l'autre qui rentre, il fait la même chose. Et on a fait ça à l'unisson. Et jusqu'en finale, on a marché sur tout le monde. C'était incroyable. Et tout le monde se plaignait. Ça joue trop physique, c'est à la limite. Et c'était drôle de voir ça, en fait. Parce que toute l'année, on avait ce potentiel-là. Mais c'est difficile de fédérer sur une longue période de 10 mois, sûr. une saison. Bah oui. Et là où tout le monde a ses intérêts personnels, pense à sa famille, son futur contrat. Ouais. Mais sur une période d'un mois, où tu sais que tu as le Graal au bout. Donc moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, au point de finir blessé. Mais cette blessure, entre guillemets, avec le recul, ça fait partie de qui je suis, en fait. C'était ce côté leader par l'exemple. Et ça a un peu incarné mon histoire avec l'Asvel. C'est que j'ai toujours été un warrior et j'ai toujours demandé à mes coéquipiers de mettre en avant le groupe avant leur intérêt personnel. Et les années où on a réussi, c'est ce qu'on a pu faire. Et j'ai réussi à insuffler ça avec mes coéquipiers, avec l'aide de tout le monde. Et les années où on a moins réussi, j'ai moins bien fait mon job, si je peux dire, parce que j'ai pas réussi à transmettre comme je l'imaginais. Ou alors, j'avais pas forcément la personne en face qui voulait écouter, parce que chacun a ses velléités, chacun a ses objectifs, et quand on arrive à faire que ça puisse s'emboîter, c'est top. Mais malheureusement, ça marche pas tout le temps comme ça. Il n'y a pas de... C'était quoi l'année à l'unisson, du coup, la meilleure année pour toi, Symbiose, cette alchimie qui prend là? C'est difficile parce que on a eu la chance en 10 ans d'être 4 fois champion de France, de gagner pas mal de titres aussi à côté. Après, c'est dur parce que, encore une fois, je parle de rôles différents. En 2016,
j'avais un rôle majeur. J'avais la balle dans les mains, j'étais acteur. Donc forcément, tu prends du plaisir et décuplé. Et même si j'étais dans la douleur, au moment du coup de final, quand on est champion, c'est une explosion. En 2019, pareil, je reviens post-opération de cheville, une grande période compliquée pour retrouver mon niveau, pour retrouver des sensations. Et finalement, on a une équipe où on est en symbiose avec les gars. On gagne la Coupe de France, je crois, cette année-là. Et en même temps, on gagne le championnat. Donc 2019, c'était quand même quelque chose. Et après, on regagne encore en 21 et en 22. Avec une config où des matchs disputés, ça va au match 5 à chaque fois contre Monaco. Donc c'est des matchs difficiles, âpres. Et moi, j'ai un rôle différent parce que un peu avant les playoffs, je me blesse. Je me blesse. Donc, frustration énorme. Mais je me dis quand même que, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, j'ai assez de recul pour pouvoir être impactant, même si je ne joue pas. Donc, je prends cette casquette un peu pas de coach, mais si, c'est un peu de coach, pas coach d'équipe, mais coach des hommes, si je peux dire. Et donc, en fait, tout ce que je peux percevoir, j'essaie de le transmettre, j'essaie de le dire, j'essaie d'être actif sur le côté. J'essaie de faire un peu le glue guy, en fait. Et d'aider comme je peux aider, en fait, mais tout à mon niveau, entre guillemets, humblement. Après, je sais que sur le terrain, c'est des mecs qui font le boulot et ils ont réussi à aller chercher ces titres-là. C'était énorme, des configurations de match incroyables. Et le compétiteur qui est en moi, forcément, dira les matchs où j'ai été acteur. Parce que, encore une fois, tu veux être acteur. Et donc, c'est 2016 et 2019. 2016, c'est mon premier titre champion de France. Après deux finales perdues, donc forcément, ça restera ancré. Et l'Euroleague l'Euroleague, finalement, on n'y va pas tout de suite. Il y a un conflit entre la FIBA et l'Euroleague. On se retrouve à faire la FIBA Europe Cup, je crois, ou un truc comme ça. Donc, j'ai découvert Kataja en Finlande et des villes comme ça que je pense que je ne serais jamais allé. Donc, il y a toujours du positif dans tout, quoi qu'il arrive, en fait. Et il faut juste le trouver. Mais voilà, mon histoire avec l'Asvel a commencé comme ça. Et la vie, après, a fait que voilà, Tony m'a proposé des projets. Et puis, finalement, donc, je suis devenu, justement, j'ai toujours été homme de projet. J'ai toujours été plutôt stable dans mes choix. Et j'ai fait 6 ans au Mans. Et là, maintenant, je suis à 10 ans à Lyon. Et jamais j'aurais cru ça au début. C'est sûr et certain, mais c'est le fil de l'histoire qui a fait ça. Et la confiance que m'a accordé le club. Parce que même quand j'étais moins bien, moins impactant, entre guillemets, statistiquement parlant, parce que mon rôle changeait, parce que j'évoluais, ou parce que j'ai eu une blessure, ou j'ai galéré à revenir, la confiance que le club m'a accordée, pour ça, je suis extrêmement reconnaissant, parce que j'ai jamais triché. Sur le terrain, j'ai jamais triché. J'ai toujours donné tout ce que j'avais à donner. Et je suis vraiment attaché à ce côté leader, par exemple, parce que ça me définit. Et c'est comme ça que pendant longtemps, je manageais avec les gars. J'ai longtemps voulu être un petit peu trop omniprésent et faire tous les speeches, parler à tous les gars, bune à bune comme ça des fois. Et des fois, j'ai compris que, avec le temps, j'ai compris que les mecs ont besoin aussi de leur espace, parce que j'ai besoin de mon espace moi aussi. Ils ont besoin aussi de prendre un peu plus, des fois, le lead. Et c'est drôle, mais c'est quand je suis sorti du prisme du basket que j'ai intégré ça. J'ai remis à l'EM Lyon. Je suis reparti à l'EM Lyon. En quelle année t'as démarré? J'ai commencé 21. Et en reprenant mes études à l'EM, en faisant de l'intelligence émotionnelle, en discutant avec des personnes de milieux divers, chefs d'entreprise, des gens en reconversion, des médecins, des dentistes, des mecs du BTP. Et en fait, ces échanges ont juste enrichi mon management en général. Et j'ai décidé derrière de laisser plus d'espace à certains, de leur permettre de faire le speech d'avant-match, par exemple, les prévenir avant. Écoute, là, tu vas prendre le speech. Okay, donc, juste te préparer, tu vois, pour dire, ok, vas-y.
des joueurs, des fois, qui jouent un peu moins bien, un peu moins, pardon. Ok, tu vas avoir un espace d'expression, vas-y. Même si à chaque fois, j'ai mon mot à dire et tout ça. Mais le fait de un petit peu plus déléguer permet à chacun de prendre plus sa place. Et moi, de me sentir un peu moins omniprésent parce que je me suis revu en vidéo, sur les vidéos, les titres et tout ça, et tout, je me voyais, je me disais, mais je suis lourd, c'est incroyable. C'est vrai que quand on voit ça avec Ah non, mais c'est ça. J'ai pas pu manager ou parler comme ça. J'ai une vidéo que j'aime bien, en fait, quand je vais en entreprise, faire passer à chaque fois avant de commencer, et que chaque fois que je la vois, à chaque fois, je me dis, mais waouh, j'étais lourd quand même. Je parle trop quand même. C'est too much. Mais c'était moi, en fait. C'était toi, C'était moi, tout simplement. Et ça passait très bien. Et à l'arrivée, les gars, en fait, c'est ce côté où je martelais. Donc, c'est pas rentré, je martèle. Je martèle. Et tu vas comprendre ce que je vais te faire comprendre et ma vision, entre guillemets. Et maintenant ça marche un temps, ça. Mais ça a marché. Sinon, après, tu t'essouffles. Tu t'essouffles. T'as viré. Oui, bien sûr. Je m'essouffle, mais aussi, ce qui reste sur le message, en fait, c'est que tu répètes tout le temps, pendant des années, la même chose, ça passe plus. Ça passe plus. Pour toi, en tout cas. Ça peut passer peut-être, mais toi, ça passe plus pour toi. Je pense que c'est pour les autres. Tu vois. Je pense que c'est pour les autres, parce qu'en fait... ils ont grandi aussi avec toi. Ils ont grandi, donc ils connaissent la rengaine, entre guillemets. Ceux qui sont nouveaux, ils peuvent être impactés par ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont déjà là, qui me connaissent déjà, non, ça fait discuter. C'est ça, il faut essayer de se évoluer, en fait. Et je pense qu'on évolue constamment. Et l'évolution, notamment, comme tu disais, s'entourer de personnes un peu diverses par leur expérience, qui ont aussi des succès dans leurs affaires, dans leur métier, dans leur pratique, leur expertise. C'est ce que tu es allé chercher à l'EM Lyon. C'est venu à toi? C'est toi qui es venu à l'EM? C'était comment la rencontre? J'ai rencontré... Alors, j'avais un ami à moi qui a fait l'EM Lyon. Et lors d'une RP avec le club, on était, je pense, dans un restaurant qui s'inaugurait, l'Hard Rock Café, je pense, c'était ça. Qui maintenant, malheureusement, a disparu. Quasi maintenant. J'ai rencontré Thierry Pic, donc de l'EM. On a un peu discuté, il m'a parlé de ce qu'il faisait. Et moi, ça a fait tic parce que déjà, en parlant avec Samy Germa, on avait discuté. Samy m'avait dit que lui, il avait fait Hydrac et EM. Et il m'a parlé de l'école, que c'était génial, que c'était super intéressant. Jeune, là, pour le coup. Samy est bien plus jeune que toi. Oui, Samy est plus jeune que moi, oui, bien sûr. T'écoutes la jeunesse. Mais, non, mais après, il faut pas. Je pense pas que. Enfin, j'ai pas la science infuse et j'ai toujours eu envie de façon de reprendre mon cursus scolaire. Et il fallait juste que je trouve, entre guillemets, la bonne carburation entre mon rythme effréné, le sportif de haut niveau, et les options possibles. Et à l'époque où j'ai eu mon bac et j'ai eu mon BTS, il n'y avait pas 10 000 options. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de possibilités pour les sportifs de pouvoir faire un double cursus. Et c'est super enrichissant de pouvoir faire les deux. Parce que, mine de rien, on a le temps de faire les deux. On a le temps de... Alors, moi, c'est particulier parce que j'ai un entraînement par jour. Il y a des clubs où il y en a deux. Mais malgré ça, t'as le temps... J'imagine que tu as le temps de pouvoir consacrer 1 heure tous les jours à t'instruire. D'autant plus que toi, tu as les enfants. Ah oui, moi j'ai les enfants ça prend un petit peu de temps. Et des projets à côté. Non, c'est sûr et certain que il faut compartimenter, il faut s'organiser. Sinon, on fait pas les choses comme on aimerait bien les faire. Tu as réussi à t'organiser entre la famille, tes études que tu reprenais, ton sport, ta vie professionnelle, ta carrière, et en plus des projets à côté. Donc, c'est quoi la recette pour organiser tout ça? Pour ceux qui s'inquiètent, qui disent, bah tiens, Samy il a su te rassurer, Thierry aussi, mais toi aujourd'hui, tu as un jeune un plus âgé, pourquoi pas un jeune finalement, qui se dit, bah attends, faire des études à mon âge, je vois pas comment je vais pouvoir m'organiser, c'est quoi la clé?
Déjà, d'une part, c'est le mindset. On peut toujours progresser, on peut toujours apprendre. Moi, je pense que je suis un éternel étudiant, que ce soit du basket ou de la vie en général. Et à partir de là, après, il faut prioriser. Donc, mes priorités sont très claires déjà. Et donc, le temps que j'ai à consacrer à mes passions, on va dire, ou à mes objectifs, il est clairement défini. Donc, j'ai une fenêtre pour ça. Et bien souvent, l'EM, mes cours, mes rendus, je les faisais quand tout le monde était couché. Donc voilà, ou pendant les déplacements dans le bus, quand tout le monde regardait des séries, des films, écoutait de la musique. Moi, j'étais sur mon ordinateur en train de bosser dans ma chambre d'hôtel. Tu te motives avec Meredith aussi cette année, non? Je sais que Meredith aussi. Meredith aussi. De toute façon, on a du temps à l'arrivée pour pouvoir faire ces choses-là. À l'aéroport, quand on est dans une escale, au lieu de traîner, tu peux dans un lounge ou tu te poses un peu à l'écart et tu mets tes écouteurs et tu bosses. Et c'est des sacrifices et de l'investissement, mais qui se retrouvent payants plus tard. Quand les gens voient des sportifs de haut niveau avec leur casque sur la tête à l'aéroport, ils sont pas en train d'écouter de la musique, ils sont en train d'étudier. Je pense que de plus en plus seront en train d'étudier et sera de plus en plus répandu, j'espère en tout cas. C'est ce que moi je pousse les jeunes à faire ça. S'il en restait qu'une seule, je sais qu'elle t'a apporté énormément de choses, mais s'il y avait qu'une seule chose vraiment miraculeuse de ces années à l'EM. Alors, quand je suis allé à l'EM, pas pour le diplôme, en fait. Et c'est ce que j'ai dit, je pense, dans ma lettre de motivation. C'était le diplôme en soi, c'est pas ce qui me motivait. Mais c'était la montée en compétences. C'était vraiment, on parle beaucoup de soft skills, mais moi, je cherchais de hard skills. Je cherchais vraiment à monter en compétences. Que tout ce que je connais ou je pense connaître soit applicable avec vraiment la technique et la terminologie du monde de l'entreprise, du monde du business. Pour être capable demain de monter mon business et de savoir de quoi je parle. Demain, tu me parles de finance, je voulais comprendre, ok, c'est quoi ça? Pourquoi ça? Ou peu importe le domaine, je voulais pouvoir comprendre. Je voulais pas être dans une pièce qu'on parle de business et pas comprendre de quoi on parle. Et ça, c'est un truc... non, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, on peut aller chercher l'information partout. Et ce serait juste dommage de juste suivre les yeux fermés et sans prendre le temps d'aller challenger les gens qui proposent des choses. Parce qu'on propose toujours des projets, il n'y a pas de problème. Mais il y a de la concurrence, quoi qu'il y ait même dans ça. Et challenger les gens, les pousser à se dépasser, parce que moi, j'essaie de me dépasser, c'est primordial pour avoir aussi à l'arrivée les meilleurs résultats possibles. Pas juste subir les choses. Ne pas subir les choses. Ne pas subir. Bien sûr. Et du coup, tu es satisfait du résultat? Tu as tous les hard skills maintenant pour pouvoir échanger? Je suis satisfait. Ça a été vraiment... J'ai eu la chance d'avoir des intervenants, pour pas dire enseignants, parce que ça fait beaucoup d'école, mais des intervenants qui ont été à la fois patients avec moi, qui ont été à la fois de très bons conseils. Et j'ai en tête... Sandrine Vivian. Sandrine, à qui on fait un coucou. Salut Sandrine. Salut Sandrine. Sandrine, elle t'a réconcilié avec la finance. Elle a été quand même déterminante dans mon parcours parce que nos débuts n'ont pas été simples, on va dire. Parce que c'est vrai que les moments de nos cours avec Sandrine, c'est souvent des moments où j'avais entraînement, où je pouvais pas être présent. Elle voulait beaucoup de personnes en présentiel qui soient là, connectées. Actif, et moi j'étais pas là, donc c'était des échanges de messages, c'était toujours et en fait c'était directrice du programme, donc forcément c'était aussi une double casquette pour elle, et pour moi en fait le fait de prendre le temps d'échanger avec elle, et elle a eu vraiment beaucoup de patience, de bienveillance avec moi, parce que il y a des sportifs de haut niveau dans le programme, si je peux dire. Il y a des sportifs dans le programme,
mais euh, toutes les cases qui étaient entre guillemets cochées, que ce soit sportif de haut niveau, mais avoir un match tous les 3 jours, donc à peu près 80 matchs dans l'année, avoir une vie de famille, avoir une fille sur son handicap qui a des besoins réguliers, quasi journaliers, c'est beaucoup de contraintes quelque part, et calé dans tout ça, le M qui n'est pas rien, qui a un gros morceau avec la finance, qui était le plus gros morceau de tout le programme. Ouais, c'était challengeant, et j'ai la chance, encore une fois, d'avoir été bien accompagné, et elle a été vraiment d'une bienveillance incroyable, d'une patience avec moi incroyable aussi. Et son épreuve, son business game a été difficile à caler, parce qu'on a eu des loupés, parce que je partais en Coupe de France, je partais un match en déplacement, donc je ne peux pas me connecter à ce moment-là. Je ne veux pas mettre non plus en porte-à-faux mes collègues de groupe, parce que je ne pouvais pas être présent, donc je ne voulais pas qu'ils en pâtissent. Donc je disais, je repasse ça après. Et donc, j'ai dû perdre 1 an, 1 an et demi limite, pour finir mon programme, parce que je ne pouvais pas caler cette épreuve-là, en fait. Ouais. Et pendant tout ce temps-là, elle a quand même été très patiente avec moi. Et encore aujourd'hui, des fois, on échange, et je suis fier, et je pense qu'elle est fière aussi de mon parcours à l'arrivée, parce que je n'ai pas lâché. Et je ne suis pas du genre à lâcher, donc voilà, c'est que ça me correspond bien. T'as eu le diplôme? J'ai eu le diplôme, oui, j'ai eu le diplôme en avril dernier. Quand tu repenses à ce moment-là où on te remet le diplôme, t'as ta grande robe, t'as ta famille qui est là? J'ai la grande robe, je vois encore ma femme avec mes enfants qui rentrent dans la salle, qui étaient là-haut, non, c'est beaucoup d'émotions qui traversent, t'as des frissons, heureusement que je n'ai pas dû parler à ce moment-là, je pense que j'aurais eu une voix un peu tremblotante à ce moment-là, parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices, et je pense que, voilà, encore une fois, on n'y arrive pas tout seul. Et ma famille a été, encore une fois, répondu présent, parce que mon épouse a dû, des fois, endosser 2 casquettes. Quand j'étais à mes cours à 20h, ou de 18h à 19h, et c'est dans les familles, vous savez très bien que c'est le rush, c'est le moment où tu as le bar des enfants, la douche, ou le reste des devoirs, le repas qui arrive, et c'est les moments où il y a les cours. Ouais. Et en fait, une patience incroyable, les enfants patients, parce que elles ouvrent la porte, papa, tu fais quoi? Je suis en cours, ça dure 2 heures, je suis désolé, nanana. Ah bah ouais, mais les petites, elles veulent me voir. Je rentre de déplacement depuis 10 jours, j'étais parti, en Russie. Ouais. Elles veulent une chose que me voir, mais je suis connecté. Donc en fait, non, c'est vraiment un travail d'équipe. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe à mes côtés qui m'a soutenu tout le long. Et même mon club, en fait, à l'arrivée, qui m'a soutenu, qui a été patient aussi, parce que j'ai dû des fois décaler des entraînements pour le groupe, ou des fois en louper parce que j'avais des épreuves. Et donc, voilà, encore une fois, c'est tout seul, on n'y arrive pas. Il faut bien s'entourer si on a cette chance-là. Ouais. Et il faut aller chercher ces personnes-là. C'est primordial d'avoir des gens bienveillants, et pas qu'ils soient dans le jugement, parce que c'est traître, sinon, de devoir à chaque fois subir ça. Tu reviens sur la notion de subir, effectivement. Je pose pas la question aux sportifs. Quand tu as ton résultat, oui, c'est le fruit de tous tes sacrifices. Non, un sportif, il est payé pour ça, ou c'est sa passion. Donc on parle rarement de sacrifice dans le sport, même s'il y a des sports qui sont même compliqués à l'entraînement. Je pense à nager, par exemple, faire des retours. T'es tout seul, t'as personne à qui parler, donc là mais c'est une passion. Moi je la connais parce que j'étais nageur, mais pour le coup, quand je t'entends me raconter ces années pour avoir ton diplôme, là pour le coup il y a quand même des sacrifices, quoi.
Ça, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme parce que, de toute façon, sans sacrifice, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible parce que j'avais beaucoup de contraintes potentielles et il fallait faire les choix. Ouais. Il fallait faire des choix, encore une fois, compartimenter et faire des choix de ce que tu priorises. Ouais. Et donc, ça a pris le temps que ça a pris parce qu'il y avait des priorités. Et j'étais conscient de ça dès le début. Et dès le début, j'étais clair avec les personnes autour de moi qu'il y avait un temps pour tout. Et en premier lieu, c'était la famille, pour qu'il en soit. Ouais. Family first. Des fois, j'étais... donc, mon employeur, mon club... le comprenait entre guillemets parce qu'il y avait un double projet, je les avais informés clairement là-dessus mais les sacrifices de toute façon c'était quelque chose sur lesquels j'étais déjà habitué, formaté. J'ai quitté la maison de mes parents pour aller en internat très tôt, en gamin. À 13-14 ans, je suis parti en un pôle espoir dans l'Aisne, en Picardie, à Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Ah oui, là. Et donc, Il faut être courageux. J'ai fait 2 ans à Saint-Quentin. Ouais, mais écoute... Saint-Quentin dans l'Aisne, il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Oui, c'est vrai. Quand t'es ado, au moins t'es focus sur quand ton... t'es ado, quand t'es ado, en fait, quand tu prends le temps un peu de te remémorer les meilleures années, entre guillemets, à basket, en fait, tu te rends compte, il y a beaucoup de connexions sur le fait que ta passion, c'est vraiment ta passion pour l'amusement. Il n'y a pas de notion de business, il n'y a pas de notion d'argent, il n'y a pas de notion de performance à proprement parler, individuelle, statistique, en fait. Et là, tu joues pour la passion du jeu. Tu joues pour la communion avec tes coéquipiers et ce que ça t'apporte en termes d'expérience, satisfaction individuelle, collective. Et là, en fait, quand tu te rappelles, tu dis c'était beau quand, en fait, c'était facile, c'était léger. C'était vraiment le sport pour la beauté du sport et ce que j'aime dans le sport. Et donc, non, ça a été... c'était vraiment... Je ne veux pas dénigrer ni Saint-Quentin. Et... Attention, je connais. Xavier Bertrand, il fait beaucoup de choses pour sa ville d'ailleurs. Mais voilà, il fallait juste que je redise un petit peu pour pas chagriner les gens du 02. Je tiens le passage. Vive la Picardie, vive les Hauts-de-France. Qu'on connaît plus. Les Hauts-de-France maintenant. Oui, les Hauts-de-France. Effectivement. Donc, mais cette notion de sacrifice pour toi, est-ce que, que ce soit ces années-là d'ailleurs, quand tu te remémores quand tu étais ado, et puis là, ces années maintenant de sacrifice derrière toi, là, avec ton diplôme aujourd'hui, est-ce que ça apporte encore plus de saveur finalement à ce que tu as aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Être un sportif de haut niveau, si ce serait facile, tout le monde le ferait. Parce que tout le monde va voir que, attends, tu joues avec un ballon, ou tu cours derrière un ballon, ou tu tapes dans un ballon, ou peu importe le sport que tu fais. Ok, vous voyez la finalité. Vous voyez, si en plus c'est un sport qui rapporte plus d'argent, en plus, tu vois, vous voyez les chiffres dans la presse, le contrat de Kylian Mbappé, c'est tant. Mais vous voyez pas, par contre, le sacrifice. Vous voyez pas que les gamins surtout dans le foot, de 10, 11, 12, jusqu'à ce qu'ils soient pros, s'ils sont pros, leur vie, sont déracinés. Ils quittent leur foyer, ils n'ont pas une adolescence comme tout le monde. Ils n'ont pas bien souvent, rarement, des amis d'enfance hors du prisme de leur sport. Des amis à l'école qui gardent encore jusqu'à aujourd'hui. C'est difficile d'avoir des copains d'école. Si je ne peux pas te citer, entre guillemets, 5 copains d'école avant que je fasse du basket. Aujourd'hui, ils sont plus dans ma sphère. Parce que très tôt, en fait, je les ai quittés. Et derrière, mon chemin a fait que j'ai fait Saint-Quentin, puis après je suis allé à Cholet. Donc j'ai quitté la Picardie pour aller à Cholet. Donc j'ai des amis encore que j'ai connus du temps de la Picardie via le basket, que j'ai encore dans mes contacts encore aujourd'hui. Mais c'est pareil, c'est encore différent. C'est que tu es amené à t'adapter.
Donc, il faut être agile, il faut être flexible. Et je dirais, aujourd'hui, en tant que professionnel, j'ai quand même la chance d'avoir proposé à ma famille une stabilité. Je suis resté dans l'Hexagone. Ça peut être un regret dans une carrière ou une bonne chose. C'est un peu des deux à la fois. Mais les choses ne sont pas passées forcément comme je l'aurais souhaité. J'ai pas eu ce que j'aurais souhaité et j'ai refusé des choses qui ne me correspondaient pas. Mais du moins, j'ai quand même eu de la stabilité. 6 ans au Mans, 10 ans à Lyon, c'est pas donné à tout le monde, c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir proposer à sa famille cette stabilité. Mais il y a des joueurs qui changent chaque année, qui changent leur famille chaque année, ou limite leur famille reste dans un endroit et eux bougent. Et donc, pour une construction, pour un enfant, pour mes enfants ou des enfants de mes coéquipiers que j'ai pu avoir ou de mes connaissances, c'est pas évident en fait. Et pour un gosse, pour se construire, il faut une stabilité, un équilibre. Et le foyer, c'est important. Et quand tu pars tôt de la maison, bah, tu te construis un peu différemment. Au milieu de toi, en fait, c'est que tes coéquipiers deviennent un peu tes amis, tes frères et sœurs, si je peux dire. Ton coach devient une extension d'une idée un peu paternelle. Et c'est un peu ça le truc. Et si tu n'as pas une cellule autour de toi qui est constamment présente, les familles qui sont fusionnelles, par exemple, qui s'appellent tous les jours, plusieurs fois par jour, bah ça, c'est un soutien incroyable pour ces enfants-là, pour ces gosses-là qui sont déracinés pour leur passion, en fait. Mais ceux qui n'ont pas ce côté fusionnel, qui sont ces moments de solitude, j'imagine que pour eux, en fait, bah, ils s'identifient par rapport aux autres. Et donc, on retrouve sur ce schéma-là où très tôt, ils sont déjà dans ce truc-là. Et donc, le regard des autres les impacte doublement. Et la peur de décevoir les autres encore plus. Forte. Donc, en fait, être sportif de haut niveau, c'est pas donné à tout le monde. Si je caricature, hein, c'est être déjà très tôt dans un format de surhumain. De surhumain, c'est-à-dire que si tout le monde pouvait le faire, tout le monde le ferait. Mais comme tu fais partie d'une niche, quelque part, même si aujourd'hui le sport se développe en France, et c'est très bien, et il faut davantage de ça, parce que l'éducation par le sport, c'est hyper porteur, et c'est hyper formateur, et ça peut même pour la santé être... Voilà, je le vis au quotidien avec ma fille, qui est handicapée, mais qui par le sport, grâce au sport, grâce à ce qu'on met en place, se dépasse et progresse malgré son handicap et arrive à ouvrir des portes et casser des barrières. Et si on se... Tout ça, tout est question de construction. Il ne faut pas juste rester figé sur le diagnostic de base qu'on va te dire. Parce que, quoi qu'il arrive, il y a plusieurs chemins, encore une fois. Il faut aller chercher. Il faut se challenger, il faut se remettre en question. Et cette mentalité, sans le sport, jamais je l'aurais eu. Jamais je l'aurais eu. Et non, pour moi, c'est vraiment extrêmement formateur. Et je pousse davantage à aller dans cette voie-là parce que, comme on dit souvent, sky is the limit. Maintenant, déjà, sky is the limit, c'est déjà une limite, le sky. Il y a plus haut que le sky encore. Donc, il faut se dépasser, il faut se pousser. Je fais un vœu, c'est que Siga, en écoutant cette conversation, elle te regarde après encore différemment, avec encore plus de puissance et d'amour. Et tes enfants aussi, bien sûr. C'est gentil. Parce qu'on a une conversation quand même qui dépassait les terrains de sport, de l'entrepreneuriat. Mais c'est comme tu l'incarnes, l'homme, finalement, l'homme que tu es a beaucoup partagé. Et
Écoute, pour moi, c'est très précieux ce que tu viens de nous partager. J'ai pris beaucoup de notes, comme tu as pu le constater. J'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est ma masterclass à moi. Mais voilà, hâte d'avoir le feedback des gens qui sont autour de toi parce que peut-être qu'ils vont découvrir encore des choses. Ouais. Et puis, j'espère pouvoir œuvrer à tes côtés aussi sur la santé mentale. Parce que c'est un sujet qui te tient à cœur et comme on le partage tous les deux dans le monde du sport, si nos chemins continuent si on explore ensemble là-dessus, en tout cas la santé mentale du sportif, tu viens de conclure là-dessus en disant que c'est pas simple, hein. C'est beaucoup d'instabilité, de fragilité, et si on peut aider justement des parcours, parfois, ne nous en privons pas, hein. Exactement. Donc je te fais un check. Merci pour tout, Charles. Merci à toi.